Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session d'échange proposée par l'IGPDE, l'Institut de la gestion publique et du développement économique, en partenariat avec Economix, le laboratoire de recherche en économie de l'Université de Paris-Nanterre et du CNRS. Le renouveau industriel est-il encore possible? Nous avons 2 heures devant nous pour y répondre avec 3 intervenants. Nadine Levrato, la chercheuse, Gildas Barer, l'acteur de l'industrie, et Romain Bonenfant, le représentant des pouvoirs publics et aussi le pilote de cette renaissance industrielle. Merci à tous les 3 d'avoir répondu à l'invitation de l'IGPDE et d'Economix. Quelques mots pour vous présenter. Nadine Levrato, vous êtes économiste, directrice de recherche au CNRS à Economix, spécialisée en politique industrielle, membre de l'Observatoire des territoires d'industrie. Romain Bonenfant, chef du service de l'industrie à la Direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances, à Bercy, donc au cœur de la décision, puisque je rappelle que vous pilotez cette renaissance avec une équipe de 145 personnes. Et puis avec nous en vidéo depuis Lyon, Gildas Barer, bonjour. Vous nous entendez? Vous êtes le secrétaire général de Séquence, groupe leader dans la chimie pharmaceutique, présent dans le monde entier et d'abord en France, où il est en train de relocaliser la production de paracétamol qui avait disparu. Alors, cette table ronde s'inscrit dans la continuité du colloque sur l'histoire de l'industrie qui a été organisé hier par l'IGPDE. Si vous avez pu suivre ces échanges, vous avez déjà une idée du constat qu'on fait depuis les années 80 dans notre pays, la France. Les usines ont disparu du paysage, elles ont fait faillite ou elles sont parties s'installer ailleurs, souvent dans la douleur, avec des plans sociaux à la clé, une hémorragie pour l'emploi, les recettes fiscales des territoires sinistrés. Ce mouvement implacable a longtemps été vécu comme parfois nécessaire, utile, souvent inéluctable, un mouvement que les décideurs, les gouvernants semblaient incapables d'enrayer et encore moins d'inverser. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, quelque chose a changé. Beaucoup de choses, avec bientôt chaque semaine un événement démontrant que ce renouveau est en marche. Mardi, par exemple, a été inaugurée la première usine qui va produire en France des batteries pour voitures électriques. C'est dans le nord du pays, à Billy-Berclos. Étape clé vers une profonde métamorphose industrielle visant à rattraper le retard sur les constructeurs chinois. Je cite l'agence France Presse. Pour la première fois depuis Airbus, la France et l'Europe créent une nouvelle filière industrielle. C'est donc un moment très important. Et là, je cite le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire. C'est pourquoi, avec tous ces événements qui se produisent en ce moment, on ose poser cette question d'un possible renouveau industriel français. Pour savoir d'où l'on vient, Nadine Levrato nous brossera le tableau de ces décennies de désindustrialisation française, ce qui nous permettra ensuite d'aborder les thèmes suivants. La relocalisation du paracétamol, une preuve, un emblème d'un possible renouveau industriel, point d'interrogation. Ouvrir des usines tout en décarbonant, comment on fait? 3e point abordé, l'énergie, l'investissement sont de plus en plus chers pour l'industrie française. Pourquoi la facture s'envole? Comment réaliser cette réindustrialisation dans la compétition mondiale, parce que tout le monde aujourd'hui a envie de faire de l'industrie au niveau Europe et au niveau, bien sûr, des autres grandes puissances économiques. Enfin, question peut-être essentielle, l'industrie fait-elle envie? Vos questions sont les bienvenues. Vous pouvez les envoyer par messagerie. Nos intervenants vous répondront au fur et à mesure des débats. Tout de suite, on va commencer avec ce retour sur un processus de désindustrialisation qui n'est pas inéluctable. Ça ne s'est pas produit en Allemagne, par exemple. Nadine Levrato, vous avez la parole. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation à débattre d'un sujet qui est à la fois récurrent et d'une actualité brûlante. Alors peut-être pour commencer à brosser le tableau de ces décennies de désindustrialisation, comme vous l'avez rappelé, juste quelques chiffres, ce seront les seuls quasiment.
En 1975, la France comptait 5,3 millions d'emplois dans le secteur de l'industrie, ce qui représentait à peu près un quart de l'emploi total, et l'activité représentait 25% de la valeur ajoutée du pays. En 2019, donc j'ai pris les chiffres avant la crise sanitaire puis économique globale liée à la Covid, la situation était bien différente. On ne comptait plus que 2,8 millions d'emplois, soit moins de 10% de l'emploi total, et l'industrie représentait 11% de la valeur ajoutée. J'aurais pu multiplier les données, hein, on aurait vu la même chose en comptant le nombre d'entreprises, le nombre d'établissements, la part d'entreprises industrielles dans le total des entreprises en France. Il y a eu, de fait, une perte de substance en matière industrielle dans le pays. Alors, que s'est-il passé et pourquoi ces 40 ans de désindustrialisation? Alors, la première chose à mentionner, vous avez évoqué le point, c'est que le phénomène en Europe, dans l'OCDE, est à peu près général. Donc, on a eu partout une diminution de l'importance de l'industrie dans les économies. Partout sauf en Allemagne, mais néanmoins le trend est assez partagé. D'autres pays ont vu l'industrie se maintenir au sein même de l'Europe, qui explique aussi la perte constatée dans d'autres pays. Ce sont les pays d'Europe centrale et orientale qui, eux, ont vu leur production industrielle en volume et en valeur augmenter. Mais néanmoins, même s'il y a une perte générale d'industrie dans l'ensemble des pays dits développés, la situation de la France est assez exceptionnelle par la gravité et l'ampleur du phénomène. On a cité l'Allemagne, bien sûr, mais si nous avions regardé l'Italie ou l'Espagne, on aurait pu dire, dans une moindre mesure, la même chose. Donc la désindustrialisation française est nettement plus marquée que ce que l'on voit ailleurs. Et la diminution de la valeur ajoutée relative est spectaculaire depuis les années 2000. Donc, il y a vraiment motif d'inquiétude. Alors, les causes sont multiples, hein. Il ne s'agit pas de simplifier outrageusement le discours, mais tout d'abord, on a des gains de productivité qui se sont opérés de manière massive au cours de la période, qui font qu'on produit autant de volume, autant voire plus de valeur avec un nombre de salariés moins important. L'efficacité du capital, l'innovation, etc. expliquent le moindre besoin. Ensuite, c'est l'externalisation des services qui fait que mécaniquement, on a eu moins d'emplois comptabilisés dans l'industrie, gardiennage, nettoyage, etc. ont été externalisés et donc les salariés qui étaient dénombrés dans l'industrie sont aujourd'hui dans les services. Et puis, il y a aussi une responsabilité des politiques publiques, des choix stratégiques qui ont été faits, puisque on se souvient du gimmick de Serge Tchuruk, une France sans usines, des usines sans salariés, mais au-delà de cette quasi-caricature, on a eu quand même toute une période pendant laquelle le tertiaire était vraiment triomphant. Cette tertiarisation de l'économie française était amenée par des politiques publiques, était revendiquée parce que de même qu'il y avait eu une révolution industrielle, il devait y avoir une révolution des services et c'était la modernité qui était matérialisée par la perte de production, la perte d'activité de fabrication au motif des extrémités de chaîne de valeur, la R&D d'un côté, le marketing de l'autre. Et cette stratégie en France s'est traduite de manière particulière par un engagement fort dans une politique de compétitivité prix qu'on a vu d'abord s'incarner dans la désinflation compétitive, puis dans les mesures visant à réduire le coût du travail à travers donc notamment des exonérations massives de cotisations sociales pour les employeurs.
et dont les conséquences sur l'investissement et la création d'emplois n'ont pas véritablement été au rendez-vous, mais qui ont eu des conséquences visibles et importantes pour les entreprises, puisque elles ont conduit à une forme de spécialisation dans le low cost et les mid-tech, comme le dit l'OCDE, des délocalisations. Je rappelle que le nombre d'emplois dans les filiales à l'étranger pour les entreprises françaises est de 62%, alors qu'il est seulement de 38% en Allemagne et 26% en Italie. On a vu se développer la sous-traitance et l'intérim, et des compétences aussi sur le travail, avec des conséquences sur le travail, avec des pertes de compétences, notamment liées au renvoi des salariés les plus âgés. Alors aujourd'hui, le discours a changé, c'est très bien. Tout le monde aime l'industrie, il suffit de voir la presse, les publications, etc. Mais nous aurons peut-être l'occasion d'en parler ensuite. On aime l'industrie, mais pas tous de la même manière. Merci Nadine Levrato pour cet éclairage. Oui, effectivement, tout a changé à partir de la pandémie. Vous avez bien pris le soin de prendre les chiffres antérieurs parce que à ce moment historique qu'on a tous vécu, eh bien, on découvre que nous n'avons pas tous les moyens pharmaceutiques, les équipements sanitaires, parce qu'on ne les fabrique plus, parce qu'ils sont souvent fabriqués en Chine. C'est une prise de conscience, c'est un véritable choc. Et à partir de là, les choses bougent et il y a aujourd'hui un projet qui est sur les rails, donc de revenir, de relocaliser en France une usine de paracétamol, et c'est l'entreprise Séquence qui a été chargée de remettre cette usine en fonction à Roussillon. Et je vais demander donc tout de suite à Gildas Barrère de nous expliquer pourquoi l'usine à un moment elle a fermé et aujourd'hui c'est à nouveau possible de fabriquer du paracétamol en France. Alors, c'est une excellente question. Bonjour à tous. Effectivement, le projet de relocalisation du paracétamol est parti d'une impulsion politique, donc une vraie volonté suite à la prise de conscience lors de la pandémie de Covid de relocaliser certaines activités productives en amont des chaînes de valeur, comme c'est le cas de la fabrication du principe actif des médicaments et des spécialités à base de paracétamol, mais l'impulsion politique, si c'est une condition nécessaire, c'est pas une condition suffisante. Et pour que ce projet devienne une réalité, et c'est une réalité aujourd'hui puisque sa construction a effectivement démarré fin 2022, donc c'est une réalité concrète, hein, l'usine est en train d'être construite, il a fallu un certain nombre d'éléments pour faire de ce projet une réalité. La première chose, c'était les compétences. On n'en parle pas assez, mais il y a encore des compétences industrielles en France. Le groupe Sequence en est un des témoins. Il faut savoir qu'on a une chimie fine pharmaceutique relativement dynamique avec des industriels qui sont capables de développer des procédés de production. Donc on a encore une industrie sans compétences, on ne peut pas relocaliser. Et pour vous donner une petite anecdote, on a récupéré pour le procédé, pour développer ce nouveau procédé, des compétences qui figuraient dans des archives du groupe Rhodia qui nous a cédé son activité paracétamol en 2011. Donc la première chose, c'est la compétence. Sans compétence, on peut rien reconstruire. La deuxième chose, c'est qu'il a fallu développer un nouveau procédé de production. On ne peut pas relocaliser sur les mêmes bases qu'hier. Si on applique les mêmes recettes qui ont conduit à la délocalisation, on va avoir le même résultat. Donc on a passé 1 an et demi dans notre laboratoire de recherche et développement de Porcheville dans les Yvelines à développer un nouveau procédé qui assurait compétitivité et respect de l'environnement. Donc on a un procédé qui a été breveté, qui n'est absolument pas le même que les concurrents. Et donc ça, c'est la deuxième condition pour pouvoir relocaliser, c'est être capable d'innover et d'être compétitif. La troisième chose qui est absolument capitale, c'est d'apporter une valeur ajoutée. C'est pas la peine de relocaliser pour relocaliser, c'est pas la peine de relocaliser pour faire pareil que les autres. Il faut qu'on apporte une valeur ajoutée et la meilleure traduction de cette valeur ajoutée, c'est qu'on doit avoir des clients qui la valorisent. Et ce projet n'a été possible que parce que UPSA et Sanofi se sont engagés avec nous et ont acheté, entre guillemets, la valeur ajoutée de cette nouvelle unité.
Et quelle est la valeur ajoutée de cette nouvelle unité? En l'occurrence, c'est l'impact environnemental, puisqu'on a une empreinte carbone de moins 75% par rapport à nos concurrents, une consommation d'énergie de moins 2/3 et une consommation d'eau pratiquement nulle. Enfin, le dernier point, et c'est un point essentiel, c'est que cette usine ne peut pas se construire dans le néant ou dans la pampa. Elle s'appuie sur une infrastructure. Elle s'appuie d'abord sur une infrastructure énergie. Il faut qu'on ait accès à de l'énergie bas carbone compétitive. Elle s'appuie aussi sur une infrastructure industrielle puisqu'elle est située sur la plateforme de Roussillon. Sequens n'est pas le seul opérateur de cette plateforme. Il y a d'autres industriels qui partagent et qui mutualisent un certain nombre de services. La gestion des utilités, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, la gestion des infrastructures de transport, etc. Donc les 4 conditions: compétences, innovation, valeur ajoutée pour le client et respect de l'environnement. Merci. Quand on a préparé cette réunion, vous nous avez indiqué on ne peut pas relocaliser toutes les industries. Par exemple, le textile n'a aucune chance. Est-ce que vous pourriez préciser pourquoi? Alors, comme je l'ai dit, il faut, au-delà de l'impulsion politique, il faut des compétences, il faut trouver de l'innovation et il faut apporter une valeur ajoutée. Donc, ça veut dire qu'il faut s'appuyer sur nos forces. Quelles sont aujourd'hui les industries qui sont stratégiques pour notre pays et sur lesquelles on a une chance de proposer une valeur ajoutée à nos clients et aux consommateurs finaux? D'accord, merci beaucoup Gilles Dasbarer. Romain Bonenfant, je me tourne vers vous pour une première réaction. Gilles Dasbarer nous dit tout de suite, c'est une décision du président de la République. Donc c'est le grand retour de la politique industrielle. Le mot n'est plus tabou. Qu'est-ce qui s'est passé à Bercy ? Bonjour à tous, effectivement, et merci de votre invitation sur ce sujet de la réindustrialisation qui est vraiment au cœur de nos activités à la Direction générale des entreprises. Alors effectivement, la politique industrielle, c'est une politique publique, une politique qui est portée par l'État, qui est portée par les États. Et comme ça a été dit lors de la première intervention, on voit effectivement qu'il y a un changement finalement d'attitude très fort des États sur le sujet de la politique industrielle. Concrètement, aujourd'hui, en fait, on voit qu'on est en train de sortir d'un cycle de désindustrialisation. Depuis 2017, on crée plus d'installations en France, d'installations industrielles en France qu'on en détruit. Donc on est vraiment dans une logique de réindustrialisation qui n'est pas seulement dans les têtes et dans les discours, mais qui est aujourd'hui sur le terrain. Vous avez parlé de cette gigafactory d'ACC qui a été inaugurée mardi. Effectivement, on voit qu'on passe du temps du discours au temps du concret, où on a vraiment une usine qui va sortir des produits avec des machines, des employés en grand nombre, etc. Alors pourquoi on a ce changement d'attitude par rapport à l'industrie? Je pense que d'abord il y a un intérêt économique qui est aujourd'hui très bien perçu, qui est très bien intégré dans les politiques publiques sur la situation spécifique de l'industrie. Un emploi industriel, c'est un emploi à forte valeur ajoutée, c'est un emploi qui est bien payé, qui reste dans les territoires, même s'il y a eu ce mouvement parfois de délocalisation un petit peu abusif. Et c'est aussi un emploi qui crée des emplois indirects. Derrière un emploi direct dans l'industrie, on a entre 0,8 et 1,5 emplois indirects, c'est-à-dire dans les services autour, dans tout ce qui va se créer autour du système industriel. Et puis c'est une logique d'écosystème qu'on va trouver dans les territoires où derrière un grand donneur d'ordre, on va avoir des sous-traitants, des infrastructures. Donc c'est vraiment très important pour l'économie locale. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui a entamé, je pense, ce changement de positionnement des États sur la politique industrielle, c'est finalement la politique commerciale. Ça a été engagé par le président américain Donald Trump avec une politique d'exportation très restrictive, qui a fait prendre conscience finalement d'une forme de fragilité du commerce international sur un certain nombre de produits. Et ça, avant la crise Covid. Avant la crise Covid, on s'est dit finalement ce dogme, ou en tout cas cette vision qu'à tout moment, je vais pouvoir acheter n'importe quoi dans le grand supermarché mondial à des prix très très compétitifs, n'était pas tout à fait stable dans le temps. Et puis après, on a eu la crise Covid et on a vu qu'effectivement, en cas de crise, les frontières se referment très fortement. On l'a vu très concrètement sur les produits de santé, on s'est retrouvé bien démunis et parfois les Français ont un peu découvert qu'on ne savait pas produire des tas de choses. C'est vrai sur la santé, mais pendant la crise Covid, on a aussi des ruptures d'approvisionnement industriel très importantes. Et on a vu qu'à ce moment-là, effectivement, beaucoup d'États sortaient des règles du jeu finalement du commerce international et voulaient privilégier leur propre production. Alors, ça ne veut pas dire que, bien évidemment, il faut viser une industrie qui soit complètement autarcique et qu'on fasse tout sur le territoire national. Il y a des choses pour lesquelles on peut être compétitif, il y a des choses où ça ne va pas être le cas.
Dasbaraer donnait un exemple, même si dans le textile, on a aussi des forces, par exemple sur le lin, sur le chanvre. Donc à chaque fois, il faut rentrer un peu dans le détail de l'industrie pour voir ce sur quoi on est capable de le faire. Mais en tout cas, il y a, disons, cette prise de conscience que sur un certain nombre de produits très stratégiques, on a besoin d'avoir des positions industrielles, d'investir dans l'innovation, la R&D et aussi d'avoir les installations, puisqu'à la fin, c'est ça qui va compter. Et je pense que le dernier élément que je citerai, on pourra y revenir plus en détail après, c'est la question de la transition écologique. On voit que la transition écologique, ça change l'industrie, ça change la façon de faire de l'industrie, ça change la base de coûts. On voit bien qu'on a des produits très stratégiques pour réussir notre transition écologique et donc on aura besoin de données. Donc concrètement, cette politique industrielle, c'est quelque chose qui rentre finalement dans la politique de tous les États, hein, y compris au niveau de l'Union européenne. Au niveau de l'Union européenne, c'est vraiment une révolution copernicienne. Je pense qu'il y a une dizaine d'années, on ne pouvait pas écrire politique industrielle dans un texte européen. C'était vraiment une notion complètement taboue. Il y avait, par exemple, pour les anglo-saxons, cette peur de choisir les gagnants, comme on dit en anglais, hein, et que ce n'est pas le rôle de l'État, finalement, de choisir ce qu'on veut comme industrie, ou plus généralement comme secteur économique. Et finalement, l'idée, ça a été dit sur finalement cette obsession de la compétitivité prix, l'idée que le premier rôle de l'État en matière d'industrie, c'est finalement de coûter pas trop cher et de permettre du coup aux industries de trouver leur compétitivité. Or, on voit finalement que derrière les grandes industries, on a des États, c'est le fait des États, on a besoin de terrain, on a besoin d'infrastructures comme ça a été dit, et donc on a besoin d'une politique industrielle proactive. D'accord, oui, le ministre qui cite Airbus, on est vraiment dans les choix stratégiques. Nadine Livrato, est-ce que vous avez un commentaire à faire, est-ce que vous voulez rebondir sur les propos, le témoignage de Gilles Dasbaraer, notamment sur cet aspect de choix stratégiques qu'il faut faire, hein, il faut faire les bons choix. Oui, tout à fait. Les choix stratégiques, c'est vraiment une question qui se pose au plus haut niveau, hein. D'ailleurs, il existe en France quelque chose qui s'appelle le comité stratégique de l'industrie, avec des comités de filière, le Conseil national de l'industrie, pardon, avec des comités stratégiques de filière qui sont là pour essayer d'orienter. Néanmoins, il faut prendre garde à ne pas regarder les choses à un niveau trop macro-sectoriel. Vous avez évoqué la question du textile et du no futur de ce secteur. Je serais moins catégorique sur ce sujet puisque on a vu, et c'était il y a 2 jours je crois, cette photo terrible de tonnes de vêtements dans le désert d'Atacama qui proviennent des déchets d'une entreprise chinoise de fast fashion dont je ne donnerai pas le nom, et alors qu'existe en France tout un écosystème de production de vêtements qui, comme séquence, s'intéresse à la qualité environnementale, à la qualité des produits, à leur réparabilité, au recyclage. Donc, dans le textile, il y a des niches, de même que les tissus techniques avec fibre optique ou un changement de phase. Donc, il y a des niches micro-sectorielles qui peuvent donner des bouffées d'oxygène à des secteurs qu'on croyait morts. Deuxième point, la question des compétences. On va peut-être en reparler, mais on va avoir besoin de 50 à 70 000 ingénieurs. Comment fait-on, sachant qu'aujourd'hui, on est loin de les former, il y en a peut-être le tiers, et qu'une grande partie d'entre eux continuent d'aller travailler dans la banque et l'assurance. Donc, le problème de compétences va réellement se poser, et il est plus que temps de voir ce qu'on fait avec les jeunes pour qu'ils aillent travailler dans l'industrie et acquièrent des compétences techniques. Il faut pour cela que l'industrie fasse envie. On y reviendra donc à l'issue, à la fin de ce débat. Mais tout de suite, le sujet que vous avez tous les trois spontanément abordé, c'est comment on fait pour avoir des usines tout en décarbonant. Alors, Gilles Dasbaraer nous a dit, et vous aussi Nadine Livrato, que évidemment si on a un impact environnemental plus faible, c'est un plus, mais c'est aussi un moins, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué de faire des usines en essayant d'émettre le moins possible de carbone. Romain Bonenfant, il y a ce projet de loi sur l'industrie verte. La parole est à vous.
nous en donner les grandes lignes. Oui, tout à fait. Donc la transition écologique, c'est vraiment un pilier de notre politique industrielle, hein, c'est vraiment central, c'est ce qui est en train de rebattre les cartes aujourd'hui dans l'industrie, et l'industrie du futur, l'industrie de demain, elle est nécessairement décarbonée. Alors l'industrie, c'est déjà énormément décarboné en fait, hein. Quand on regarde les différents secteurs de l'économie, c'est clairement le secteur qui s'est le plus décarboné. Si on regarde depuis les années 90, les émissions de dioxyde de carbone de l'industrie ont été en gros divisées par 2, et plus largement sur les gaz à effet de serre. Alors on pourrait dire c'est le fait finalement de cette délocalisation, cette désindustrialisation. Quand on regarde dans le détail, pas tant que ça finalement. L'effet principal, c'est plutôt la modernisation, l'utilisation de procédés plus efficaces dans l'industrie. Mais il faut aller plus loin pour remplir les objectifs qui ont été fixés au niveau européen avec le Fit for 55, donc une ambition de réduction d'émissions encore plus importante. Et pour ça, on a besoin d'organiser la décarbonation de l'industrie. Nous travaillons en direction générale des entreprises avec les filières industrielles les plus émettrices et puis les sites industriels les plus émetteurs pour mettre en place des feuilles de route de décarbonation, c'est-à-dire des contrats dans lesquels on va identifier avec les industriels ce dont ils ont besoin pour se décarboner, quels sont les leviers technologiques qu'ils vont utiliser. Il y a des vraies ruptures technologiques à passer en fait, hein. On a l'efficacité énergétique, on a la décarbonation de la chaleur, mais il faut aussi changer complètement les procédés qui sont parfois centenaires, hein. Par exemple, pour décarboner l'acier, il faut changer complètement la manière dont on réduit le minerai de fer. On va utiliser de l'hydrogène, donc c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau, c'est vraiment de l'innovation de pointe. Et pour ça, on a besoin de structurer un petit peu les choses, parce que cette décarbonation va utiliser beaucoup de ressources finalement assez rares, ou en tout cas en quantité limitée. Ça va être notamment l'électricité, hein, on pourra y revenir après, mais la décarbonation concrètement c'est beaucoup d'électrification finalement des procédés, des besoins d'électricité en quantité supplémentaire et l'électricité décarbonée. C'est aussi de la biomasse, on a besoin de la biomasse dans l'industrie pour faire notamment de la chaleur haute température, on n'a pas de substitut finalement par rapport à ces besoins de chaleur, et puis également du stockage de carbone et donc des nouvelles infrastructures. Donc il y a vraiment un rôle de l'État très clair sur la décarbonation, qui est un peu d'organiser cette décarbonation de l'industrie, de mettre en place les infrastructures, les conditions qui vont permettre à l'industrie de se décarboner, et ça c'est clairement une clé de compétitivité pour la France. Dans ce cadre-là, on a le projet de loi Industrie verte, qui vise justement à favoriser le développement de cette industrie verte sur notre territoire. C'est l'une des réponses à l'Inflation Reduction Act, on pourra y revenir, mais ce projet de loi Industrie verte va permettre notamment de faciliter l'implantation d'usines, donc de diviser par 2 concrètement les délais administratifs, toutes les procédures qui permettent l'installation des usines, tout en conservant bien évidemment un haut niveau d'exigence environnementale, de consultation du public, donc par l'optimisation des procédures, en paralysant les procédures plutôt qu'en les mettant en série, et puis d'autres dispositifs qui vont faciliter et accélérer cette implantation, aller chercher du foncier, notamment du foncier industriel pollué, faciliter la réhabilitation des friches. On sait que c'est très difficile aujourd'hui de trouver des grands terrains industriels comme ceux qui peuvent accueillir ces gigafactories de batteries, par exemple celle d'ACC. Également dans ce projet industrie verte, au-delà du projet de loi, des dispositions sur le financement de cette industrie verte, dans le cadre de la prochaine loi de finances, on mettra en place un crédit d'impôt industrie verte, donc un crédit d'impôt qui va aider un certain nombre d'industries par un mécanisme donc de crédit d'impôt sur les capex qui sont nécessaires à développer ces nouvelles industries, donc par exemple les batteries, les pompes à chaleur, les panneaux photovoltaïques, etc. Également, finalement, une mise en cohérence du discours et puis des actes, hein, en tant que consommateur industriel. Donc, par exemple, l'utilisation dans la commande publique de critères environnementaux. Hein, et de manière un peu plus générale, essayer de mettre en adéquation finalement ce que font les consommateurs et puis ce qu'on impose aux producteurs. Je pense que pendant trop longtemps, on imposait des normes environnementales très strictes à l'industrie et en parallèle, on importait de la production qui a finalement un bilan environnemental qui est médiocre. Et on voit, et je pense que c'est ce que concrétise ce projet de loi Industrie verte, une cohérence très forte entre l'ambition de réindustrialisation et finalement la décarbonation, la transition écologique. Parce que quand on regarde l'empreinte écologique des produits, ce qu'on fait sur notre territoire est en moyenne beaucoup plus décarboné que ce qu'on importe en fait. Parce que notamment on a accès à l'électricité décarbonée, on a un haut niveau de performance environnementale, et donc ce projet de loi Industrie verte utilise tous ces leviers pour mettre en cohérence nos différents éléments et créer cette industrie verte sur notre territoire. Gilles Dasbauer, j'imagine que vous observez attentivement le contenu de cette loi. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut? Alors elle est verte, mais elle n'est pas que verte, hein. Elle va faciliter les procédures, donc rendre
l'industrie française plus réactive, plus musclée. Est-ce qu'il y a des éléments qui manquent d'après vous, ou est-ce que vous félicitez de cette loi en l'état, enfin du projet? Alors, déjà, la façon d'aborder le problème, à savoir l'État doit organiser la décarbonation de l'industrie, est clairement ce qu'il faut faire, puisque concrètement, quand on veut décarboner une industrie, on a 3 leviers d'action. Les premiers leviers d'action, c'est la responsabilité d'industriel, c'est les émissions directes liées au procédé de production. Romain Bonenfant a parlé de l'acier, la réduction du fer par le coke, on a des émissions directes. Donc ça, c'est la responsabilité de l'industriel d'innover pour trouver des procédés et réduire les émissions carbone liées à son procédé. Parfois, l'innovation est accessible, c'est le cas du projet paracétamol. Parfois, elle est un peu plus lointaine et elle a besoin d'un coup de pouce de l'État pour partager les risques avec les industriels, surtout quand la concurrence internationale n'est pas soumise aux mêmes contraintes. Donc ça, scope 1, émissions directes. Ensuite, on a le scope 2, c'est-à-dire la consommation d'énergie. Et là, sur cette partie-là, l'industriel a la responsabilité absolue de réduire ses consommations d'énergie au strict minimum. Mais à la fin, on ne peut pas les réduire à zéro. Pour faire du paracétamol, c'est une réaction chimique, et une réaction chimique doit être mise à une certaine température et une certaine pression. Pour amener à une température et une pression en partant de la température ambiante et de la pression ambiante, on est obligé d'apporter de l'énergie. C'est indéniable. Et ce n'est pas la responsabilité industrielle, et je le dis avec beaucoup de force parce que au niveau européen, voire même encore au niveau français, il y en a qui croient que c'est la responsabilité de l'industrie. Ce n'est pas de la responsabilité de l'industriel de mettre en place une infrastructure énergie. Ce n'est pas Sequans avec 1,4 milliard de chiffre d'affaires qui va investir dans le nucléaire en France. Et ça, je pense que c'est très important parce qu'aujourd'hui, on demande aux industries européennes de s'engager à décarboner leur contenu, leur énergie. Je veux dire, moi, je veux bien décarboner mon énergie, mais c'est pas moi qui gère la biomasse en France, c'est pas moi qui gère le nucléaire en France, c'est pas moi qui gère le développement du renouvelable en France. Moi, je m'occupe de faire du paracétamol et de développer un procédé efficace. Donc, c'est au rôle de l'État de développer une infrastructure. Et alors que pendant 20 ans, l'Europe a mis la contrainte sur les industries pour qu'ils achètent de l'énergie bas carbone et qu'ils payent très cher leur énergie pour les inciter à acheter bas carbone avec les composantes CO2 qui impactent le prix de l'électricité, on voit que les États-Unis qui veulent décarboner, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en place une infrastructure bas carbone, une énergie bas carbone. C'est ce qu'ils font. L'IRA, c'est non seulement aider les secteurs industriels bas carbone, mais c'est aussi mettre en place une infrastructure bas carbone. Donc ça, c'est le scope 2. Et là-dessus, c'est vraiment la responsabilité d'État. Désolé, c'est pas se déresponsabiliser, mais chacun son rôle. Et enfin, on a le scope 3, c'est-à-dire l'accès à la matière bas carbone, donc la matière qui n'est pas d'origine fossile. Il se trouve que dans l'industrie, un certain nombre de matières sont d'origine fossile et d'origine pétrolière. C'est le cas du paracétamol notamment. Hein, la matière première et le carbone qui est contenu dans le paracétamol est dérivé du pétrole. Donc là, à la fin, c'est comment l'État organise la ressource, vers quel secteur cette ressource bas carbone est fléchée en priorité. Donc là aussi, il y a un vrai rôle de l'État, mais cette fois-ci, l'État ne doit pas gérer une infrastructure. L'État doit gérer une allocation d'une ressource bas carbone vers les industries qui sont considérées comme stratégiques. Donc le lien entre l'industrie et l'État est clé sur cette démarche de décarbonation et il faut que les responsabilités soient partagées. Je pense qu'il faut qu'on mette des contraintes aux industriels sur décarboner leurs procédés, mais il faut que l'État mette en place une infrastructure. Et le dernier élément sur cette partie, c'est que c'est très bien de décarboner, mais à la fin, si nos clients ne payent pas nos produits bas carbone et que nos concurrents peuvent accéder au marché européen avec des produits très carbonés sans aucun impact, vous comprenez bien que ça ne va pas fonctionner. Merci. Je rappelle à tous ceux qui suivent cette conférence que vous pouvez poser toutes les questions que vous avez envie de poser via la messagerie. Nadine Levrato, votre réaction à ce projet de loi verte et peut-être aussi vous pouvez rebondir sur les propos de Gilles Dasbarer.
Oui, l'industrie verte, alors au-delà de l'oxymore qui est souvent mentionné, puisqu'on l'a rappelé, l'industrie, il y a quand même la transformation de matière, donc il faut, enfin, elle est relativement verte. Il y a un premier point, c'est qu'aujourd'hui, le carbone importé est plus important que le carbone produit en France. Donc on a bien eu une externalisation, une délocalisation de nos émissions de carbone qui sont en grande partie produites en Asie. Et donc, les importations de produits génèrent davantage de carbone que la production de produits en France. Et ces fuites de carbone n'ont pas été évitées par le mécanisme qui devait les empêcher, c'est-à-dire le marché du carbone, qui s'est révélé donc insuffisant. Évidemment, on a distribué des quotas d'émissions gratuits abondamment, si bien que la tonne de carbone avait atteint à certaines périodes 2 €. Donc ce n'est pas très disciplinant comme mécanisme. Néanmoins, comme les matières premières, comme l'énergie représentent une partie importante des coûts de production dans l'industrie, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'industrie a considérablement amélioré son efficacité énergétique et le contenu en matière, le contenu en carbone du secteur a diminué, si bien qu'aujourd'hui, ce sont les transports et le tertiaire et le résidentiel qui sont les deux principaux secteurs de consommation et d'émissions. Alors maintenant, comment on fait pour décarboner? Eh bien, il faut faire la transition écologique de l'industrie. Et là, on a deux piliers, l'efficacité et la sobriété. L'efficacité énergétique, on le voit, passe par l'innovation, l'adoption de nouveaux procédés, l'introduction de nouvelles technologies. La sobriété passe par un changement de modèle économique des entreprises, c'est-à-dire qu'il faut consommer moins et consommer autrement. Alors il y a des produits il n'est pas possible de consommer moins. On a besoin de paracétamol, c'est un usage unique d'une certaine manière. Mais sur certains autres produits, il peut y avoir des emplois associés, des technologies associées sur la réparabilité, le recyclage, le réusage, et tout cela reste à mettre en place. Il faut faire attention aussi parce que la décarbonation peut introduire un effet rebond. On a parlé des pompes à chaleur tout à l'heure, c'est très bien, mais les pompes à chaleur sont réversibles. Et donc, la consommation qu'il y aura en moins l'hiver peut se reporter sur l'été avec des étés de plus en plus chauds qui appelleront l'usage de climatisation. Et enfin, comment fait-on pour protéger des industries décarbonées qui ont des coûts de production finalement plus élevés? Actuellement, il existe le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est un outil de la politique européenne pour justement rééquilibrer les productions extérieures à l'Europe et les productions intérieures. Sauf que c'est trop peu et trop tard, dirais-je, puisque seuls les produits bruts sont concernés par ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Or, la concurrence se fait pas sur les produits, sur les intrants, elle se fait aussi sur la mise en marché, c'est-à-dire au moment où le produit est complètement fabriqué. Et donc, je pense qu'il y a un plaidoyer à faire pour que ce MACF, qui aujourd'hui est très embryonnaire et a finalement tendance à renchérir les coûts de production des industries européennes, soit généralisé et appliqué à des produits semi-finis et à des produits finis. Merci beaucoup pour ce commentaire. Donc, je vois dans vos réactions, vos exposés, Gilles Lasbarrère et Nadine Levrato, que on se retourne toujours vers l'État et notamment sur la question énergétique. Est-ce que Gilles Lasbarrère ne pose pas la question en filigrane? Est-ce qu'il y a une politique énergétique nucléaire en France? C'est un gros sujet de débat qui revient tout le temps. Est-ce que c'est pas le chaînon manquant actuellement?
C'est clair que dans la décarbonation, on a un enjeu majeur sur l'énergie. La décarbonation, ça se traduit par souvent une consommation d'électricité finalement supérieure. On a besoin d'électricité décarbonée pour réussir la décarbonation de l'industrie, par l'électrification des procédés, par la production d'hydrogène décarboné. On a besoin en amont d'électricité décarbonée. Donc on voit que pour réussir notre décarbonation, on a besoin de cette électricité. Alors comment on peut agir? Eh bien, on a d'abord la question des moyens de production, et donc vous savez qu'il y a une politique volontariste qui a été mise en place à la fois avec le programme Nouveau Nucléaire et puis également sur l'énergie renouvelable. Donc le premier niveau, c'est évidemment de développer la production. Et puis ensuite, il y a la question tarifaire finalement, parce que c'est non seulement une question de quantité, mais c'est une question de prix pour effectivement avoir des produits qui soient compétitifs et qui soient tout à fait cohérents avec ce qu'on peut observer sur la concurrence internationale. Donc, on a eu des chocs de prix très forts sur l'énergie avec la guerre en Ukraine, bien évidemment, notamment sur le gaz, et puis ensuite ça s'est répercuté assez logiquement sur l'électricité. L'État a mis en place un certain nombre d'aides pour les entreprises, pour les aider à passer ce choc. Donc ça, c'est une réponse vraiment, je vais dire, conjoncturelle. Mais sur ça, on va en parler, parce que oui, la question du prix, mais sur les décisions stratégiques pour éventuellement doter la France de centrales nucléaires supplémentaires ou pour proposer d'autres sources de production. Est-ce que c'est ce signal-là, j'imagine, que les industriels attendent aussi? Oui, tout à fait. Le président de la République a donné des signaux et même des décisions très claires sur un programme nouveau nucléaire. On a également un soutien qui est très fort sur les énergies renouvelables. Très récemment, finalement, on a eu 2 annonces majeures avec des gigafactories en matière de panneaux photovoltaïques, Carbone et Holosolis. Bon, c'était quelque chose qu'on pouvait difficilement imaginer il y a quelques années. Et pourtant, ce sont des entreprises qui proposent ces projets, qui sont des projets très structurés, assez avancés, qui vont se traduire par cette capacité à produire nous-mêmes nos panneaux photovoltaïques et donc derrière, d'être capable de développer de l'énergie solaire avec là aussi une certaine sécurité, une capacité à maîtriser notre souveraineté dans la durée et d'en faire une énergie qui est tout à fait cohérente dans notre mix énergétique par rapport à ces objectifs de politique industrielle. Une autre question, vous avez souligné, Nadine Nevrato, l'industrie verte, ça fait sourire. Est-ce que cette industrie d'aujourd'hui et de demain, est-ce qu'elle sera fondamentalement différente? Est-ce qu'on peut avoir des usines sans salir, sans polluer, sans déranger aussi? Beaucoup de questions derrière cette problématique. Je vais commencer par sans déranger, par la fin. C'est un débat très important, dans la mesure où l'acceptabilité sociale et environnementale de l'industrie soulève de nombreux conflits d'usage à travers la justice d'une part et des mouvements qui peuvent apparaître. Et ce que l'on observe, c'est que l'industrie a globalement mauvaise presse. Et chaque accident industriel, Lubrizol, etc., vient rappeler que produire, c'est dangereux. Donc, réduire ou faciliter, je vais prendre les choses positivement, faciliter l'implantation d'industries doit être géré de manière très délicate parce qu'il ne faudrait pas que cela réactive un processus de type « not in my backyard », le fameux phénomène NIMBY, on veut de l'industrie mais pas à côté de chez soi. Et donc il y a tout un travail de coopération des acteurs qui doit s'opérer. Alors je vais prendre un exemple, ce qui se passe actuellement dans le corridor de la chimie avec le Grand Lyon est intéressant parce que donc ce n'est pas l'endroit le plus bucolique du monde, mais il y a aujourd'hui tout un travail de réappropriation par le territoire de ce patrimoine et de ces activités industrielles qui passe par un rapprochement des résidents et des entreprises, notamment par l'intermédiaire des créations d'emplois et du geste urbain qui permet de mieux intégrer les usines. Ensuite, on a parlé d'industrie de la transition écologique. Je parlais tout à l'heure
du fait qu'il fallait faire la transition écologique de l'industrie, mais là, on est aussi en train de mettre en place une industrie de la transition écologique. Et là encore, les effets induits peuvent être assez importants. Je regardais récemment donc la Gigafactory qui va être construite par ACC dans les Hauts-de-France. C'est 20 à 30% de rebut, une consommation électrique à peu près équivalente à la ville de Marseille, et tout cela pour 2400 emplois, peut-être créés d'ici à 7 ans, sans compter l'extraction de métaux rares, de terres rares. Est-ce que c'est vraiment un nouveau modèle économique ? Je n'en suis pas certaine, même si on produit quelque chose de nouveau, les méthodes finalement restent relativement anciennes. Et surtout, que fait-on avec ces consommations d'énergie, d'électricité en l'occurrence énormes, et les rebuts. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas à côté un écosystème à créer pour éviter justement ce processus linéaire, on extrait, on produit, on consomme et on jette, et boucler le cycle, ce qui viendrait en plus répondre au fameux scope 3 dont parlait Gildas Barer tout à l'heure. Donc il y a toutes ces activités pour boucler le circuit. Et c'est ça qui est important. Arrêter les technologies de bout de tuyau, comme disait Søren Erkman en parlant des pots catalytiques ou des filtres, pour justement boucler le circuit par des activités liées à cette industrie, mais qui permettent d'en réduire les dommages, les effets externes négatifs, comme disent les économistes, qui en plus ne sont pas incorporés dans les prix et donc qui biaisent complètement les choix des acheteurs et des consommateurs. Gildas Barer, est-ce que vous voulez réagir ? Il faut bien garder à l'esprit que l'industrie verte, ce ne sont pas seulement les éoliennes et les gigafactories. Exactement, c'est-à-dire que comme il vient d'être dit, on a un sujet de compétences. On va pas, si on relocalise que quelques industries, on va pas créer une compétence industrielle. On va pas créer des cabinets d'ingénierie, on va pas créer des plateformes, on va pas créer de l'innovation sur des périmètres relativement larges qui vont s'alimenter les unes des autres, et on va pas créer ce dont vient de parler Nadine Levrato, c'est-à-dire les synergies entre les différentes industries. Je reviens à ce que j'ai dit au début, le projet Paracétamol a la particularité d'être une plateforme. La plateforme apporte tout ça. Elle apporte l'accès à des infrastructures mutualisées. Elle apporte les partages de matières entre industries. Donc nous, sur le projet Paracétamol, on récupère une matière première, un déchet, une de nos matières premières, en l'occurrence un solvant, c'est un des déchets d'une des autres industries, ou plutôt un coproduit d'une des autres industries sur la plateforme. Et de même, on est capable ensuite, avec les coproduits que génère l'activité, d'alimenter d'autres. Donc le tissu industriel et la densité du tissu industriel est absolument clé. Si on s'amuse à investir que dans certaines industries qui sont un peu les industries paillettes, à la fin, on va créer, ces industries paillettes vont sans doute réussir, mais le jour où elles devront prendre un virage, et elles devront le prendre, c'est-à-dire que l'industrie paillette aujourd'hui, dans 20 ans, elle n'est plus l'industrie paillette. Ça bouge quand même assez vite. Derrière, si on n'a pas un tissu dense, finalement, on va mettre tous nos œufs dans le même panier, et on va contraindre les industries sur lesquelles on met le paquet à réussir, alors qu'elles auront à faire face à des défis. Mais si elles ont à faire face à des défis et qu'elles doivent investir, je ne sais pas, en utilisant des compétences dans la chimie, en utilisant des compétences dans la sidérurgie, en utilisant des compétences pour souder très spécifiques, ou en utilisant des compétences pour des équipements particuliers, vous comprenez bien que si la France est un désert industriel avec trois petites pépites, les trois petites pépites, il y a une chance sur une qu'elles ne soient pas là dans 10 ans. Parce qu'elles n'auront pas été capables d'avoir accès à un certain nombre de compétences et un certain dynamisme leur permettant de toujours se réinventer. Merci Gildas Barer. Alors, quelques questions, réactions de vous, les auditeurs. Une remarque de FMV concernant le textile. La question des compétences disponibles est majeure.
Donc effectivement, il vous rejoint, c'est ce que vous nous aviez expliqué au début. Quelles sources d'énergie sont à favoriser pour concilier réindustrialisation et transition écologique? Romain Bonenfant, vous nous avez dit évidemment c'est l'électricité, mais c'est l'électricité. Est-ce qu'elle est nucléaire? Est-ce qu'elle est des énergies alternatives? Pour l'électricité, énergie décarbonée bien évidemment, c'est-à-dire nucléaire et énergie renouvelable, hein, c'est très clair et c'est bien la politique qui est actuellement suivie par le gouvernement et les différents types de projets qu'on peut soutenir. Une question de Richard Lavergne. N'y a-t-il pas une révolution culturelle à mener en faveur de l'industrie, un peu comme dans les années 80? On peut par exemple s'interroger sur les raisons pour lesquelles les liens entre l'enseignement du primaire jusqu'au supérieur, y compris polytechnique, les liens donc entre l'enseignement et les entreprises sont souvent considérés comme indésirables, alors que ceux avec les associations antinucléaires comme Negawatt sont bienvenus. Alors Nadine Levrato, je vous vois hausser les sourcils. Allez-y, répondez à Richard Lavergne. Non, ce sont des clichés. Il y a bien longtemps que l'éducation nationale, l'enseignement supérieur travaille avec l'industrie à travers les stages, les formations en apprentissage, les thèses en chiffres, donc les relations sont très importantes. Dans le primaire, sauf à mettre les enfants dans les ateliers, je vois pas trop l'intérêt de coopérer avec l'industrie. On a besoin de doter les personnes de compétences de base parce que les métiers évoluant, il est important de savoir apprendre à apprendre pour pouvoir évoluer. Donc c'est un point sur lequel l'éducation nationale doit aussi être attentive. Mais non, je m'inscris complètement en faux. Nous sommes très très proches, puisque je travaille dans un établissement d'enseignement supérieur, nous sommes très proches de l'industrie. À partir de la licence, les étudiants peuvent partir en stage de façon obligatoire ou volontaire, et les contrats avec l'industrie sont très importants. Dans le primaire, on voit aussi d'ailleurs que cela peut poser des problèmes avec des ouvrages pour apprendre la lecture qui peuvent être financés par des grands industriels, y compris de l'industrie sucrière, qui ont des effets induits sur l'alimentation des enfants et qui peuvent expliquer en partie les problèmes de santé publique liés à l'obésité. Donc il faut faire très attention avec ces choses-là et surtout voir à quoi ça sert? Quelle est la valeur ajoutée? Là aussi, c'est comme pour les entreprises. Quelle est la valeur ajoutée? Il existait par ailleurs des lycées d'entreprise, des écoles d'entreprise. J'ai appris récemment que Airbus en avait encore une, le lycée Airbus à Toulouse, qui est dans l'enceinte de l'industrie. Les écoles de la SNCF et d'EDF n'existent plus. Ils préfèrent faire des coopérations, passer des accords avec les académies. Mais donc, il y a déjà une multitude de choses, il suffit d'aller regarder pour les voir. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui créent leur propre structure pour former leurs employés parce qu'ils estiment que cette ressource n'est pas disponible dans l'enseignement français. Romain Bonenfant, est-ce que ça, c'est une question de l'articulation enseignement-industrie qui est de votre ressort, ou est-ce que vous travaillez avec le ministère de l'Éducation nationale? Tout à fait, on travaille avec les autres ministères sur ce type de questions, et dans le cadre de France 2030, qui est notre grand programme à la fois de politique industrielle et d'innovation, qui est doté de 54 milliards d'euros, il y a tout un volet qui concerne les compétences et métiers d'avenir, dans lequel on finance un certain nombre de formations spécialisées en cohérence avec les objectifs qu'on se fixe en termes de politique industrielle. Donc pour rester dans le domaine de la batterie qu'on a déjà pas mal évoqué, par exemple, il y a une école de la batterie qui est financée qui a été lancée par Vercor à Grenoble. Il y a un projet Electromob dans les Hauts-de-France aussi sur les thématiques de la batterie avec de la formation continue qui est portée par Renault, Stellantis, Toyota, ACC, voilà, donc tout l'écosystème qui se mobilise pour avoir ces compétences dont ils ont besoin. Merci beaucoup. Il y a également une question d'Yves Lebar sur l'OMC, mais je vous propose d'y revenir plus tard dans notre débat quand on abordera l'industrie française, la réindustrialisation dans le cadre de la compétition mondiale.
Mais tout de suite, nous allons aborder notre troisième point qui revient aussi d'une façon récurrente chaque fois qu'on parle d'industrie, c'est celui des gros sous, de l'argent, faire de l'industrie en France. Ça coûte de plus en plus cher. Les investissements industriels en France sont plus chers qu'ailleurs. Pendant quelques minutes, je vais donner la parole à Nadine Levrato, donc sur la question du prix de l'électricité. Qui s'est envolé et qui devient aujourd'hui un problème pour les industriels. Oui, le prix de l'énergie s'est envolé du fait de l'organisation du marché européen de l'électricité et des tensions sur le gaz russe qui a augmenté les coûts de production de l'électricité à partir de gaz. Et dans la mesure où le prix de l'électricité est calculé en fonction du coût marginal, c'est-à-dire du coût de production de la dernière unité appelée, et que ce sont les centrales à gaz qui sont les dernières appelées dans le système de production, eh bien cela a provoqué la hausse générale des prix de l'électricité. Donc ça a appelé à de nombreux débats, y compris sur la remise en question du fonctionnement du marché européen de l'électricité, qui a été évoqué à un moment et puis qui finalement n'est pas du tout advenu. Et donc il se trouve qu'aujourd'hui, c'est particulièrement injuste, entre guillemets, pour les entreprises françaises, parce que le mix énergétique français est très peu consommateur, enfin très peu calé sur le gaz, du fait de la part importante du nucléaire, mais ce ne sont pas les coûts de production effectifs, mais ce fameux coût marginal qui s'applique pour calculer le prix du kilowattheure. Donc on a vu cet hiver des entreprises, notamment des PME, qui étaient en grande difficulté avec des pratiques déloyales, on va dire, de certains fournisseurs d'électricité qui avaient demandé à bénéficier de l'Arenh, donc d'un tarif d'achat au coût historique du nucléaire par EDF, et qui revendaient très cher l'électricité, réalisant entre-temps des marges importantes. Et ces entreprises, donc on avait parlé de boulangers qui étaient en grande difficulté, etc., ont fait le gros dos et ont bénéficié donc des patchs mis en place par l'État pour alléger la facture énergétique. On s'attendait à des coupures, je le rappelle, qui ont conduit les entreprises à baisser le chauffage et l'électricité, pas vraiment à remettre en cause leur modèle de production, mais à faire donc des petites économies facilement réversibles. Mais aujourd'hui, on a bien une inégalité entre l'Europe et le reste du monde, donc les États-Unis d'un côté et l'Asie, la Chine de l'autre, avec, dans le cadre de l'Inflation Reduction Act, un argument brandi par les Américains pour attirer des projets industriels. Et d'ailleurs, on a vu plusieurs projets qui devaient se déployer en Europe, de gigafactories, finalement soit être temporisés, soit finalement partir pour les États-Unis, attirés par les subventions et le faible prix de l'énergie. Donc je crois que la question, c'est vraiment au-delà du gouvernement et de l'État français, une question européenne qui aujourd'hui ne concerne pas l'industrie au sens strict, mais l'énergie et le continuum énergie-industrie au sens large. Alors cette question du marché de l'électricité au niveau européen, elle est cruciale. Il y a une réforme qui est en cours. Romain Bonenfant, est-ce que vous considérez que les propositions qui sont sur la table aujourd'hui à Bruxelles vont dans le bon sens, ou est-ce qu'on est encore loin du but ?
Donc, effectivement, il y a cette discussion en cours au niveau européen sur la manière dont fonctionne le marché, ce qu'on appelle le market design, donc la manière dont on fixe les prix sur les marchés de l'énergie. Si on vient un peu en arrière, finalement, et de manière très, très résumée, voire brutale, la libéralisation du marché de l'énergie, ça a quand même beaucoup consisté à casser une logique de contrat long terme qui pouvait préexister avec des monopoles historiques qui étaient des monopoles d'État, mais qui donnaient une certaine stabilité. Pour remplacer par ce système de tarification de marché au coût marginal, donc qui effectivement fait qu'à un instant donné, on égale le coût de production qui permet d'équilibrer en fait l'ensemble du marché, comme ça a été décrit par Nadine Levrato. Dans les propositions, aujourd'hui rien n'est stabilisé, donc c'est difficile évidemment de se prononcer sur le résultat. Ce qui est important, c'est que ce mécanisme de tarification au coût marginal a des vertus à court terme. C'est quand même le système qui permet d'équilibrer le réseau. Il ne faut pas oublier qu'on n'arrive pas à stocker l'électricité rapidement en grande quantité, et c'est un peu la contrainte de ces systèmes. Et donc à un moment donné, il faut être capable d'égaliser l'offre et la demande de manière la plus efficace possible. Et c'est pour ça qu'on a ce système de tarification au coût marginal qui donne une forme d'optimum, mais qui un optimum de court terme en fait. Et la question, c'est comment on articule les vertus de ce mécanisme qui permet de résoudre le problème heure par heure à quelque chose qui dézoome un petit peu sur une période un peu plus longue et sur lequel on est capable de donner une certaine stabilité et également une certaine prévisibilité aux industriels sur les évolutions du coût de l'énergie. Donc il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites au niveau européen. Ça peut prendre de différentes formes, ce qu'on appelle des contrats pour différence. Enfin, voilà, on a pas mal de systèmes qui sont possibles. Je pense que ce qui est important, c'est de concilier cette capacité à équilibrer à tout instant et d'autre part avoir des mécanismes qui donnent finalement une forme de visibilité long terme, de contrat long terme, notamment pour les grands consommateurs industriels, pour qui c'est une condition finalement de survie et aussi une condition pour l'installation de nouvelles capacités. C'est très clair, nous on le voit dans les discussions qu'on a avec les grands porteurs de projets, ces gigafactories dans les différents domaines qu'on a pu évoquer. Une des questions très très hautes finalement dans leur liste de critères, c'est vraiment le prix de l'énergie et la visibilité sur le prix de l'énergie dans la durée. Alors l'Europe, elle est au cœur des décisions qui concernent l'industrie, même si elle n'a pas encore une compétence de politique industrielle propre. Et il y a des questions sur le rôle de l'Europe, notamment celle de Maxence Delépole, qui nous interroge, qui vous interroge, comment au niveau européen prendre des décisions fortes pour défendre l'industrie européenne décarbonée. Et ce faisant, l'industrie française, est-il possible d'avoir une ligne commune à ce sujet au niveau européen ? Des compromis seront-ils possibles ? Alors, Romain Bonenfant, vous nous avez parlé tout à l'heure de révolution copernicienne qui a été effectuée au niveau européen parce que la politique industrielle n'est plus un mot tabou, mais la réalité, c'est quand même qu'il y a encore une compétition forcenée entre les 27 États membres, puisque chacun veut un peu tirer la couverture à soi, et notamment sur ce marché de l'électricité. Alors, est-ce que vous trouvez que comment peut-on prendre ces décisions fortes ? La question de manière générale, la politique industrielle, ça consiste à faire des choix en fait. Et c'est bien la différence entre une politique de compétitivité prix où on essaye d'avoir l'environnement le plus prospère finalement pour les entreprises, et puis une politique industrielle où on fait un certain nombre de choix stratégiques, on choisit des secteurs, on choisit là où on veut investir, on crée des politiques d'infrastructure. Et bien évidemment, faire ces choix à 27, c'est difficile dans la mesure où on n'a pas les mêmes avantages compétitifs les uns les autres. Nous, on a clairement le nucléaire, l'électricité décarbonée, d'autres ont plus de renouvelables, par exemple, et donc ça mène à des positions qui ne sont pas toujours les mêmes. Néanmoins, il est possible de trouver des compromis. On a porté, nous, France, notamment sous la présidence française de l'Union européenne, une politique industrielle affirmée au niveau européen. Par exemple, il y a eu le sommet de Versailles qui a identifié un certain nombre de secteurs stratégiques sur lesquels on voulait atteindre un certain niveau d'autonomie. Donc, on a un certain nombre d'idées qui progressent au niveau européen. Et par exemple, en réponse à l'Inflation Reduction Act, la Commission a proposé un Net Zero Industry Act, donc un acte pour l'industrie zéro carbone, dans lequel il y a des objectifs de production, donc 40% de production européenne sur un certain nombre de secteurs stratégiques, donc par exemple les panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, etc. Donc on voit bien qu'on change quand même de discours puisqu'on a cette logique qui est très sectorielle. On arrive à faire des projets communs européens. Je reviens sur les batteries, mais les batteries, il ne faut pas oublier que si ACC existe, c'est parce qu'il y a un projet européen en fait. Ça se fait dans le cadre de ce qu'on appelle techniquement un projet important d'intérêt européen commun. Donc c'est un dispositif européen qui permet à plusieurs États membres de porter un projet qui a
un objectif général, disons, d'intérêt européen, et dans lequel on est capable d'abord de mettre en relation des porteurs de projets pour faire quelque chose à l'échelle européenne. Donc l'usine ACC à Douvrin, il y aura une autre usine ACC en Allemagne, il y a une discussion pour une usine en Italie, donc on voit bien qu'on est dans une logique qui n'est pas franco-française, mais quelque chose qui est à l'échelle européenne. Et puis c'est un dispositif qui permet d'aller au-delà des aides classiques qu'on peut faire par rapport à l'encadrement européen des aides d'État. C'est vraiment une logique où on peut aller très très loin en matière d'aide, c'est-à-dire qu'on regarde le projet, on regarde son plan de financement, et on est capable d'aller jusqu'à l'aide qui est strictement nécessaire à ce que le projet puisse se faire. C'est pas seulement un pourcentage de ce que ça coûte, etc. Et ça permet vraiment de rendre possible ces très grands projets. Donc ces projets importants, ces projets communs européens, donc il y en a un sur les batteries avec ACC, mais il y a d'autres choses en France, notamment sur toute la chaîne de valeur des batteries, l'amont, les matériaux, etc. Il y en a un aussi, par exemple, en ce moment sur l'hydrogène. Donc dans le cadre de ce projet commun sur l'hydrogène, on va construire en France 4 gigafactories d'électrolyseurs. Donc les électrolyseurs, c'est les usines de production d'hydrogène décarboné à partir de notre électricité. Donc par exemple, il y aura l'usine Genvia qui va s'installer à Béziers. Genvia, c'est un spin-off du CEA, donc c'est vraiment de la recherche sur de la haute technologie, ça va être de l'électrolyse de haute température, donc quelque chose qui est disruptif par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et puis, je vais citer un dernier projet européen, celui qui est en cours et actuellement aujourd'hui en discussion avec la Commission européenne sur la santé. Et dans le cadre aussi de ce marché de la santé, on cherche à faire des projets communs européens pour avoir des très grands projets, des projets à l'échelle, etc. Donc, pour vous répondre très concrètement, oui, on arrive à faire des choses au niveau européen et on le fait dans le cadre de ces projets communs. D'accord, alors il y a d'autres auditeurs qui doutent un petit peu de l'Europe, qui en attendent aussi beaucoup. Par exemple, Mathieu a aussi une question sur l'Europe. L'Europe change enfin de stratégie après avoir laissé se produire les délocalisations industrielles. Ne devrait-elle pas également protéger plus efficacement ses frontières vis-à-vis des produits importés, entre parenthèses, les produits chinois, des produits qui ne respectent pas les standards environnementaux? C'est quelque chose que vous avez abordé, Nadine Livrato. Le peut-elle seulement, compte tenu des désaccords profonds dans le couple franco-allemand, entre autres, intérêts stratégiques, commerciaux, divergents? Alors, est-ce que, Nadine Livrato, est-ce que vous voyez aujourd'hui au niveau européen une ligne commune, cet axe franco-allemand qui est toujours fondamental dans la construction européenne? Est-ce que là, vous le voyez dans l'industrie? Deux petites choses auparavant. En effet, l'Europe s'est dotée de quelques outils, les MACF, les PIEC, l'autorisation des aides d'État à un niveau bien moins important que ce qui se fait aux États-Unis. Hein. Donc c'est un demi-rééquilibrage et lorsqu'on voit le caractère massif et systématique des aides d'État aux États-Unis, je ne parle même pas de la Chine où là c'est institutionnalisé par rapport à ce qui vient d'être autorisé en Europe, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur, avec en plus pour les aides d'État un problème qu'on a vu déjà avec la crise du Covid, c'est que ce sont les pays les plus riches, donc l'Allemagne, qui peut le plus distribuer d'aides d'État à ces entreprises. Donc là encore, la péréquation européenne n'étant pas véritablement prévue, il peut y avoir un creusement des inégalités nationales qui interviendraient. Ceci étant dit, les intérêts restent divergents au sein même de l'Europe. On l'a vu par exemple sur l'interdiction des moteurs thermiques dans l'automobile à partir de 2035, où l'Allemagne arc-boutée sur la puissance de son industrie automobile, a finalement amené à très fortement relâcher la contrainte, avec une partie du discours étant non mais l'Europe est déjà très en avance sur les normes environnementales, il ne faut pas aller plus loin, et discours repris en partie par la France, Emmanuel Macron demandant une mise à l'arrêt des
des normes environnementales en Europe. Donc on sent bien qu'il y a des tensions, qu'un chemin de crête existe peut-être, mais en tout cas qu'il est extrêmement étroit. Et en matière de choix stratégiques, certes, on a les 3 pièques qui ont été cités par Romain Bonenfant, mais il y a également beaucoup de secteurs où les divergences restent très importantes et où ce sont les politiques nationales, voire régionales, qui sont à la manœuvre, puisqu'en particulier, dans tout le domaine de la Smart Innovation, le dialogue se fait entre l'Europe et les régions. Hein. Donc, il y a des acteurs multiples. La coordination, dans ce cas-là, est coûteuse et en temps et compliquée, mais c'est vrai qu'on a des embryons de solutions avec quelques outils qui devraient, au risque de me répéter, être élargis et systématisés. Alors spontanément, on a déjà abordé ce thème, comment faire de la réindustrialisation dans un cadre mondial avec une compétition qui est vive, comment faire avec l'Europe. Avant d'approfondir ce chapitre, je voudrais, Gildas Barrère, revenir vers vous. J'espère que vous nous entendez. Alors, il y a effectivement un petit décalage, mais dans le cadre de ces freins à l'industrie, vous avez évoqué au cours de notre entretien préparatoire un point qui me paraît très important. Vous avez dit, investir en France, ça coûte beaucoup plus cher qu'ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ? Alors aujourd'hui, il y a 3 régions dans le monde dans lesquelles investir. Évidemment, la région asiatique, les États-Unis et l'Europe. Oui, investir aujourd'hui en France et en Europe, du fait des contraintes environnementales, du fait des infrastructures à mettre en œuvre, notamment pour traiter ces effluents, traiter ces COV, traiter ces déchets, traiter, être aux normes en termes de sécurité, être aux normes en termes de sécurité de ses employés, etc., fait que la construction d'une usine en Europe coûte 30 à 40%, voire 2 fois plus cher qu'en Asie. Un chiffre qu'on peut retenir, c'est que il y a 20 ans, quand vous investissiez dans un équipement, par exemple un réacteur, finalement, sur ce réacteur, pour environner le réacteur, vous deviez dépenser 2 à 3 fois plus. Aujourd'hui, c'est 10 fois plus. Donc, si vous avez un réacteur à 500 000 euros à installer, pour l'environner, il faut pratiquement dépenser 5 millions d'euros. Là où, évidemment, dans les pays où la contrainte environnementale est moindre, l'investissement, à la fin, sera moindre. Donc, il y a un vrai enjeu d'attractivité des investissements. Et peut-être pour revenir à la partie énergie qu'on évoquait tout à l'heure, et désolé, avec le décalage, j'ai dû vous quitter pour me reconnecter. Les investissements étant plus coûteux, c'est pas forcément gênant si on arrive à valoriser tout cet environnement respectueux de l'environnement, enfin tout cet environnement de notre outil industriel respectueux de l'environnement, justement. Mais il faut encore qu'on ait une visibilité sur nos coûts de production sur le long terme. Et donc, sur l'électricité, l'accès à l'énergie en général, il faut absolument qu'on ait un accès durable à une énergie compétitive et qu'on ait de la visibilité. Or, pareil, là encore, en Europe, on a finalement enlevé cette visibilité en créant un marché de l'énergie, que ce soit sur le gaz naturel ou sur l'électricité, qui soit exclusivement court terme. La course au court terme, pas de long terme, pas de possibilité de faire des contrats long terme. Vous imaginez bien que dans ces conditions, l'usine de paracétamol, elle remboursera son premier euro dans 10 ans. Malgré les soutiens de nos partenaires et malgré les soutiens de l'État, on remboursera le premier euro dans 10 ans. Vous voyez bien que si dans 10 ans, on n'a pas confiance dans le prix de l'électricité et le prix de l'énergie dans 10 ans, c'est impossible d'investir. Voilà les 2 messages. Et enfin, pour revenir sur l'Europe quand même, évidemment, le champ de compétences est au niveau européen. Les frontières sont au niveau européen. L'énergie est une problématique européenne et les aides d'État sont décidées au niveau européen. Et enfin, les normes environnementales sont décidées au niveau européen. Donc à la fin, c'est bien une décision européenne pour aligner toutes les politiques, la politique énergétique, la politique et les normes environnementales, la politique commerciale,
et enfin la politique de subvention publique et donc de définition des caractères stratégiques. Merci Gilles Dasbarer. Romain Bonenfant, qu'est-ce que vous répondez à ces attentes des industriels qui aimeraient avoir une visibilité de long terme? C'est peut-être ce qu'ils trouvent aux États-Unis. Qu'est-ce que vous répondez à ces industriels qui voudraient aussi peut-être avoir moins de contraintes? Alors il y a une simplification des procédures administratives, mais est-ce que investir en France de l'industrie, il faut faire de la végétalisation, des choses comme ça, peut-être qui sont plus qu'ailleurs? Je pense que de manière générale, c'est pour reprendre ce qu'a dit Gilles Dasbarer, c'est vraiment une question de mise en cohérence finalement de tous nos leviers d'action dans notre champ public, et c'est clairement l'ambition du projet de loi Industrie verte. C'est notamment mettre en cohérence finalement ce qu'on impose aux industriels en termes de normes environnementales, ce qui est tout à fait vertueux et j'allais dire absolument nécessaire pour réussir la transition écologique et maîtriser le changement climatique. Et ça, on ne pourra pas y échapper de toute façon, donc il faut absolument le faire. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de domaines où il y a une forme d'incohérence, où d'un côté, les producteurs sont soumis à une contrainte très forte dès lors qu'ils sont au niveau européen, et par ailleurs, le consommateur peut acheter, j'allais dire, n'importe quoi, et en particulier des produits moins-disants sur le plan environnemental. Et je pense que les choses bougent, y compris au niveau européen. Par exemple, il y a un règlement batterie qui va interdire, à partir de 2027, les batteries les plus polluantes. Donc ça, c'est quelque chose qui illustre finalement ce besoin de cohérence. On soutient les gigafactories de batteries et en même temps, on a une cohérence finalement entre les normes qu'on s'impose et qu'on impose aux producteurs et puis finalement ce qui va arriver sur le consommateur. Donc on a cet alignement. Le président de la République a annoncé aussi le conditionnement du bonus écologique pour les véhicules électriques à des critères environnementaux. Là aussi, c'est vraiment une question de cohérence. Ce ne serait pas logique finalement de subventionner des véhicules électriques, certes électriques, donc présumés vertueux, mais qui en fait auraient un bilan environnemental très dégradé du fait de leur lieu de production, la carbonation de l'électricité, enfin voilà, il y a plein de facteurs qui peuvent l'expliquer. Donc tout ça, ça se fait dans un cadre de marché, il y a des règles commerciales bien évidemment, donc il faut des critères qui soient objectifs, mais en restant dans ce cadre de critères objectifs, de critères environnementaux, on voit bien qu'on est quand même capable d'agir sur un certain nombre de leviers pour avoir cette cohérence. Et l'IRA, c'est 370 milliards de dollars, donc ce sont des sommes qui paraissent importantes. Néanmoins, quand on regarde quand même les promesses individuelles, ou en tout cas ce que chacun des secteurs de l'IRA espère gagner de l'IRA, on a du mal à réconcilier les chiffres. Donc derrière l'IRA, on a aussi un certain nombre d'incertitudes ou de zones grises. Je pense que tout n'est pas rose aujourd'hui dans l'IRA. On a des industriels qui, je dirais pas qu'ils sont aujourd'hui au stade des déconvenus, mais en tout cas qui découvrent que derrière l'IRA, il y a des règles assez précises d'application, que tout n'est pas si clair que ça. Enfin voilà, on a un système qui est pas complètement stabilisé. Et puis il ne faut pas oublier que l'IRA, finalement, c'est aussi le parallèle de ce qu'on fait en Europe depuis de nombreuses années sur la transition écologique. Il y a déjà beaucoup d'aides, en France en particulier, je parlais du plan France 2030, on a 54 milliards d'euros sur différents domaines, mais quand même une partie assez importante sur l'industrie, et il y a des financements très significatifs sur la partie transition écologique. On va un cran plus loin aujourd'hui avec ce projet Industrie verte dans lequel on prévoit ce crédit d'impôt Industrie verte ciblé sur un certain nombre d'industries. Donc je pense que réconcilier l'écart n'est pas du tout impossible. Et puis l'autre élément de réponse dans le projet de loi Industrie verte, c'est vraiment la simplification des procédures, la facilitation des installations industrielles. Et ça a énormément de valeur pour un industriel, c'est-à-dire au-delà de son bilan économique théorique. Le fait d'avoir de la sécurité sur les délais, c'est vraiment très important pour la crédibilité de son business plan et puis finalement pour sa sécurité financière et donc la rentabilité du projet. Merci Nadine Nevrato, vous avez demandé la parole. Vous vouliez aussi réagir aux réflexions de Gilles Dasbarer. Oui, je voulais réagir à ces réflexions parce que il me semble que j'entends bien que les contraintes sont toujours difficiles et engendrent des coûts pour les respecter. Néanmoins, en termes d'acceptabilité de l'industrie, elles sont aussi une garantie importante. On le voit donc à travers les conflits d'usage sur les territoires, on le voit aussi auprès des jeunes. On se souvient donc de ces étudiants qui avaient pris la parole à l'agro. On a vu récemment les étudiants d'HEC s'offusquer de la présence d'une entreprise comme Total et de son importance, de l'importance qui a été donnée dans une conférence. Donc l'appétence pour l'industrie vient aussi du fait qu'elle puisse contribuer à véritablement faire bifurquer
nos économies. Donc attention à ne pas être trop court-termiste, une fois encore, en disant relâchons les contraintes pour industrialiser plus facilement, au risque d'être pénalisés par rapport à l'image même qui serait véhiculée par le secteur. Les produits écologiques, les produits plus respectueux de l'environnement sont aussi plus chers que les autres. Et c'est normal puisque ils internalisent les externalités négatives générées par les produits qui ne sont pas respectueux de l'environnement. Et là, on a une tension encore entre deux politiques, des politiques qui visent à geler les revenus, on va dire, et notamment les salaires pour justement réduire les coûts de production, et de l'autre, des politiques qui visent à améliorer la qualité des produits qui sont fabriqués et achetés. Et là, il va y avoir nécessairement une réflexion à mener. On voit déjà l'impact de l'inflation sur le bio en matière agricole et alimentaire, avec une diminution de la consommation et le renoncement de certains producteurs au bio. Il ne faudrait pas qu'ils se produisent la même chose dans l'industrie. Et il y a aussi des choix qui sont à faire. Est-ce qu'on doit se réjouir de la production de SUV électriques en Europe? Je pose la question, sachant que un SUV, c'est énormément de matière, c'est énormément d'énergie, c'est énormément de terres rares, et qu'un petit véhicule thermique, finalement, serait beaucoup plus efficace d'un point de vue environnemental. Donc il va y avoir des choix qui devront être faits, des choix stratégiques. Et évidemment, ça ne peut pas se faire qu'à l'échelle de la France. C'est une concertation européenne. Ce sont des mécanismes de protection des frontières de l'Europe. Quand on est dans une organisation mondiale du commerce, où vous avez les deux principaux joueurs, les États-Unis et la Chine, qui ne respectent quasiment aucune des règles, est-ce que l'Europe a intérêt à continuer à s'y conformer? Je n'en suis pas certaine. Alors justement, l'OMC qui est en état de mort clinique actuellement, puisque les États-Unis bloquent, puisqu'ils n'ont pas nommé un juge dans l'instance d'appel. Je voudrais qu'on revienne sur la question de Yves Le Bars. Que devient l'OMC dans ces questions de politique industrielle? Doit-elle retrouver une raison d'être? Une capacité d'arbitrage ne manque-t-elle pas? Alors c'est vrai que dans ce vaste mouvement de compétition mondiale et d'industrialisation forcenée, parce que la Chine évidemment est la plus avancée parmi les émergents, mais on voit que l'Inde cherche à rattraper le retard, que bien d'autres émergents sont aussi dans cette dynamique. Et évidemment, les choix de politique industrielle française, ils doivent se faire à l'aune de cet environnement. Alors, les choix face à cette compétition et est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse harmoniser ces décisions ou est-ce qu'on est dans une compétition sauvage? Nadine Lévrato, je vous vois hausser les sourcils. On va croire que je hausse tout le temps les sourcils, c'est pas tout à fait ça, mais c'est difficile. Enfin, ça fait des décennies qu'on appelle à une harmonisation des règles à l'échelle mondiale, à la mise en place d'instances de concertation. On voit bien que c'est très difficile à obtenir et que les joueurs jouent leur jeu en essayant de doubler les autres. Et dans on voit les difficultés à faire respecter ne serait-ce que les droits humains, qui sont pourtant très, très basiques. On le voit sur le textile. Donc, oui, c'est un futur souhaitable, mais je n'ai pas l'impression qu'on le touche encore vraiment du doigt. Romain Bonenfant, comment est-ce que on fait des choix stratégiques et les bons alors que on n'est pas seulement en compétition avec les Allemands ou les Britanniques, mais les Indiens, alors à des niveaux peut-être différents, mais comment est-ce que c'est pris en compte ces dimensions? Évidemment, on a conscience de cette compétition mondiale et on peut le voir sur les projets concrets, industriels, pour lesquels on est en discussion avec les porteurs. Hein. C'est très clair qu'on est dans une compétition mondiale sur ces projets, en particulier dans le domaine de l'industrie verte. Après,
j'allais dire, il y a quand même des limites naturelles à la mondialisation, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de produits pour lesquels il y a un intérêt très fort à être près du client, à être près du fournisseur, etc. Donc il y a quand même des logiques d'écosystème qui sont très très fortes. Je pense par exemple, si on reprend toujours cet exemple des batteries électriques, c'est sûr que la batterie électrique, vaut mieux qu'elle soit à côté de l'usine de fabrication du véhicule. Et pareil, il y a quand même un intérêt assez fort, même si parfois il est un peu dépassé, avec la proximité du consommateur. Donc, suivant les marchés, on va trouver aussi une question d'empreinte géographique et de capacité géographique, finalement de concurrence. On voit aussi qu'on est dans une transformation très forte sur l'industrie. L'IRA, aujourd'hui, en premier lieu, des projets qui ont été annoncés, bénéficient quand même essentiellement à des entreprises américaines. Des entreprises américaines qui vont produire pour le marché américain, en fait. Donc, certes, il y a des risques de débordement, d'export, à la fois que ça attire nos entreprises et puis qu'on voit revenir des produits qui ont été produits sur le sol américain avec l'IRA. Mais on est, j'allais dire, dans une situation où on a une transformation très profonde de l'économie. En premier lieu, quand on est sur un marché, on va servir le marché domestique avec ces nouveaux produits. Gildas Barer, est-ce que, d'après vous, il faut une instance de gouvernance mondiale pour harmoniser cette industrialisation qui est un phénomène pas seulement français? Enfin, nous, c'est de la réindustrialisation, mais dans les pays émergents, c'est de l'industrialisation. Je pense notamment aux pays du Maghreb ou... Alors, c'est une excellente question. La partie industrialisation, je vais peut-être revenir sur les contraintes. La première action qu'on peut faire, c'est agir sur la demande. Le marché européen, c'est aussi un marché de consommateurs. Donc, à la fin, si on impose des règles absolument nécessaires, et je rejoins ce qui a été dit par Nadine Levrato, il est absolument nécessaire pour son acceptabilité que l'industrie soit contrainte sur son impact sur l'environnement. Je pense que c'est critique pour son acceptabilité et pour son attractivité. Ensuite, rien ne nous empêche d'aligner ces contraintes sur la consommation. Et dans ce cas-là, imposer à ceux qui importent en Europe les mêmes règles qu'à ceux qui produisent en Europe. Donc ça, je pense que c'est la première chose qu'il faut pouvoir avancer, et on voit que les règles commencent à bouger sur ce sujet. Avec de plus en plus la mise en avant de critères environnementaux, avec pour l'industrie de la pharmacie des critères de qualité qui ont été imposés à tous les importateurs en Europe, et peut-être demain des critères sociaux où finalement, si on souhaite que nos salariés en Europe, et c'est bien normal, soient protégés, eh ben, les produits qu'on importe doivent permettre les mêmes règles de protection aux salariés des autres pays. Donc ça, je pense que c'est un premier levier qui est plus politique qu'autre chose, puisque il n'est pas anormal d'imposer les mêmes contraintes aux importateurs qu'aux producteurs locaux. Ensuite, sur la question, est-ce qu'il faut une gouvernance mondiale de l'industrie? Non, l'industrie, par construction, c'est des entreprises en concurrence qui innovent pour répondre à des besoins des consommateurs au sens large. Donc, à la fin, créer une gouvernance mondiale sur l'industrie, non. Après, ce qu'il faut, c'est tendre vers des règles harmonisées en termes social, environnemental, de décarbonation. Et ensuite, chaque pays essaiera de tirer son épingle du jeu sur des secteurs que lui jugera stratégiques et en mettant en œuvre une infrastructure énergie avec les moyens qui lui sont propres. Merci Gildas Barer. Je vous propose maintenant de passer au dernier point, un point qui est évidemment central. Est-ce que les Français aujourd'hui ont encore envie d'industrie? Nadine Levrato, quand on a préparé cette réunion, vous avez évoqué un sondage qui vous interpelle. Vous avez la parole pour un sondage réalisé auprès des jeunes. Oui, alors l'image de l'industrie après 30 ans d'industrie bashing est en train de changer, hein, mais évidemment on ne revient pas en quelques mois, même 2 ou 3 ans, sur un cycle long de 30 ans. Néanmoins, on voit donc à travers les exemples que je donnais tout à l'heure, la presse, le discours de la puissance publique, etc., que l'image de l'industrie est aujourd'hui bien plus positive qu'elle n'a pu l'être, et on comprend qu'elle est
était plutôt négatif et que les jeunes n'avaient pas particulièrement envie d'aller dans l'industrie puisque on annonçait des plans sociaux derrière les plans sociaux et que les parents n'étaient pas forcément très intéressés par des formations qui risquaient de déboucher sur la case chômage. Donc aujourd'hui, il y a nettement un changement de vision, un changement d'image de l'industrie. Et en effet, tous les ans, il y a des sondages qui sont faits par l'étudiant et d'autres organismes sur les entreprises préférées des jeunes. Et on trouve aujourd'hui des entreprises comme EDF, la RATP, la SNCF, qui étaient tombées dans les limbes du classement, d'abord parce qu'elles étaient associées au public et ensuite parce qu'elles étaient dans l'industrie, enfin dans l'ordre que vous voulez d'ailleurs. Et on voit de plus en plus souvent ces entreprises citées comme des employeurs intéressants pour les jeunes parce que d'abord on voit que ce sont des entreprises qui fournissent des services collectifs. Et je crois qu'il y a une nouvelle appétence pour ce type d'activité. Ensuite, ce sont des entreprises industrielles qui, comme le disait Romain Bonenfant au début, offrent des emplois pérennes, de qualité, relativement mieux payés que dans les services. Donc il y a une prise de conscience de l'écart de qualité, non seulement au niveau des salaires, mais également de la manière de travailler, même si ce n'est pas toujours télétravaillable dans l'industrie, et ça peut être un problème pour certaines catégories de population. Mais en tout cas, ce que l'on voit, alors je vais pas parler de mon expérience d'enseignante, c'est pas très intéressant, mais par rapport aux grandes enquêtes qui sont menées auprès des jeunes, il y a aujourd'hui moins d'intérêt pour les activités tertiaires en général, sauf la banque et l'assurance, qui restent malgré les crises régulières des points d'attraction forts, mais un intérêt qui augmente pour l'industrie. Merci. Gildas Barrère, alors est-ce que les industriels aujourd'hui arrivent à recruter facilement et est-ce qu'il y a de l'appétence pour ces métiers, ce que vous constatez, est-ce que vous êtes satisfait aussi des gens que vous pouvez recruter en termes de formation? Alors, clairement, nous, sur les plateformes où nous sommes, on a un bassin de l'emploi où on arrive à attirer des ouvriers qualifiés, des techniciens qualifiés, des ingénieurs qualifiés. Néanmoins, on a été obligé de mettre en place, par exemple, à Roussillon, un lycée professionnel où on forme nos salariés à nos métiers afin d'accélérer leur formation et également de les former à tout ce que doit savoir un opérateur ou un technicien qui arrive dans l'industrie, donc les règles de sécurité, les règles de manipulation, les règles de maintenance, etc., etc. Donc, clairement, la formation est essentielle puisque nos industries, il y a une grosse partie savoir-faire. Certes, on peut acheter des équipements, les mettre en place, les acheter à l'extérieur, mais derrière, il faut les opérer avec du savoir-faire et il faut l'améliorer en continu. Et c'est par l'amélioration en continu et la durabilité du savoir-faire qu'on va ensuite être capable de prendre les tournants de l'innovation qui vont sans aucun doute arriver dans l'industrie. Nous, ce qu'on voit en France quand même, c'est que le niveau de nos ouvriers sur certains bassins d'emploi est pas suffisant, notamment les bassins d'emploi d'Île-de-France, parce que forcément, l'industrie attire moins. Et donc, parfois, sur certaines usines, on est obligé d'embaucher dans le service, dans des secteurs qui n'ont rien à voir. On a des exemples sur un site où on a embauché des boulangers qu'on a été obligé de former nous-mêmes. Donc derrière, concrètement, la formation, ça prend du temps. On n'a pas le savoir-faire. Forcément, on a une courbe d'apprentissage et de performance qui est longue. Et donc, on perd en compétitivité, on perd en rendement et on perd en capacité à s'adapter aux mutations des marchés sur lesquels nous sommes. Donc, il y a un vrai enjeu de remettre l'industrie, un vrai enjeu
quelque part national de remettre l'industrie comme étant un des secteurs stratégiques et d'attirer des personnes pour recréer ce savoir-faire. Donc, comme l'a dit Nadine Levrato, ça va pas se faire en 2 ans, ça va pas se faire en une mandature, ça prendra du temps, mais ça commence par l'intérêt des métiers techniques, l'intérêt des connaissances fondamentales en mathématiques, physique, chimie, biologie, etc., etc. Et ça, c'est absolument crucial. Après, je finirai par une note d'optimisme. Malgré tout, les salariés qui viennent chez nous, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont en quête de sens. Et produire, c'est quand même avoir un sens. Il y a beaucoup plus de sens quand on produit du paracétamol qui soigne des gens que quand on livre des pizzas à domicile. Merci Gildas Barer. Donc vous rejoignez ce que nous disait Nadine Levrato sur cette quête de sens qui apparaît dans les enquêtes. Alors vous avez voulu terminer sur une pointe optimiste, c'est bien. Je voudrais que vous nous rappeliez un petit comparatif entre les ouvriers français, allemands et chinois, et sur une comparaison aussi avec l'Allemagne. Vous m'avez expliqué qu'il y a une densité industrielle en Allemagne qui permet de former très vite et qu'en France, ce n'est plus tout à fait le cas. Ce que vous avez d'ailleurs illustré avec la situation en Île-de-France. Mais cette comparaison, je l'ai trouvée très parlante entre les ouvriers français, allemands et chinois. Est-ce que vous pourriez la préciser? Alors vous avez parfaitement raison. La densité industrielle d'un pays fait que finalement, on a des partages de connaissances, des partages de bonnes pratiques. Un ouvrier qu'on embauche en Chine ou en Allemagne sur un tissu industriel extrêmement dense a vu beaucoup de métiers de l'industrie. Quand il bascule d'une entreprise A vers une entreprise B, il peut arriver avec son savoir-faire et aider à l'amélioration des procédés, à sa compétitivité, à une amélioration continue qui est vraiment l'ADN de l'industrie. L'ADN de l'industrie, c'est de faire de l'amélioration continue. C'est partir d'un procédé et être de plus en plus performant pour garder ses parts de marché. Si on a un tissu industriel pas suffisamment dense, finalement, on bénéficie pas de cette connaissance globale, des transferts d'un opérateur d'une industrie A à une industrie B avec un partage des connaissances. Clairement, avec une baisse de la part de l'industrie dans le PIB français de 20 à 25% à aujourd'hui 9%, ce tissu industriel est beaucoup moins dense et donc on y perd. Et derrière, on enclenche un cercle vicieux dans lequel finalement, si on perd ses compétences, on perd de la compétitivité. Si on perd de la compétitivité, on perd des compétences, etc. Donc, il est temps d'inverser la tendance et quelque part peut-être de faire venir des compétences de l'externe et aussi d'arrêter un petit peu les discours soit naïfs, soit prétentieux qui consisteraient à considérer que nous, les Français, on est les meilleurs. Il suffit d'aller voir ailleurs, en Inde, en Chine, en Allemagne, aux États-Unis, pour voir qu'il y a des compétences. Et finalement, si nous, on veut recréer de l'industrie, eh ben, il faut qu'on soit exigeant sur les niveaux de formation pour réatteindre les niveaux des autres pays. Merci Gildas Barer. Nadine Levrato. Oui, je voulais réagir pour abonder dans le sens de Gildas Barer. On voit les dégâts qu'ont causé la perte de compétences dans un secteur dont on a beaucoup parlé, qui est le nucléaire. Les difficultés de la fonderie en France, qu'on n'a pas su sauver avec des faillites en série dans le secteur, explique pourquoi les cuves de Flamanville ont des fissures en partie, et donc le retard dans la construction du réacteur. Donc il y a une combinaison entre l'acte de production, la formation qu'il faut réconcilier, et je crois qu'au lieu d'opposer, comme on le fait trop souvent encore, l'éducation nationale et l'industrie, sans oublier la formation continue, il y a des rapprochements à faire, mais pas simplement pour créer des salariés qui vont directement être opérationnels dans une entreprise donnée d'un territoire donné, mais pour permettre justement une mobilité du travail qui est enrichissante
pour les personnes qui sont mobiles, d'une part, mais également pour les entreprises avec ces transferts de savoir-faire qui se font de façon quasi naturelle quand les travailleurs passent d'un établissement à un autre. Donc voilà, il faut vraiment garder un équilibre entre la flexibilité qui est attendue et qui nécessite une formation générale avec des connaissances de base. Et la réforme du lycée, de ce point de vue, est très dangereuse parce que justement, en allégeant les mathématiques et tous les outils qui sont nécessaires aux métiers techniques au lycée, elle risque d'abord de décourager les filles d'entrer dans ces métiers. Ça, c'est le premier effet direct qu'on perçoit déjà. Et ensuite, d'affaiblir les compétences des techniciens et des ingénieurs qui seront formés à l'avenir. Alors, Romain Bonenfant, évidemment, les pouvoirs publics sont interpellés. On est tombé tellement bas, c'est ce que j'ai entendu, au niveau de l'industrie française, que c'est très dur de remonter. Comment on fait pour remonter et pour remonter ces ressources humaines ? Alors, c'est clair que c'est un sujet majeur. Enfin, quand on parle, nous, des GE, à des chefs d'entreprise industriels, leurs deux préoccupations numéro un, c'est les prix de l'énergie, deux, la capacité à attirer des talents, des compétences. On le voit aussi dans les discussions avec les porteurs de projets sur des grandes usines, etc. On voit bien que les choix de localisation sont aussi très clairement liés à leur capacité à attirer sur le bassin d'emploi et avoir tous ces ouvriers qualifiés, ces techniciens, ces ingénieurs dans les usines. C'est pas un hasard, finalement, si on a une concentration des gigafactories dans les Hauts-de-France, où on retrouve finalement dans ces nouvelles industries la carte de l'ancienne industrie parce qu'on a une connaissance, on a une appétence pour l'industrie qu'on n'a pas ou qu'on a perdu dans tous les territoires. Alors c'est clairement un phénomène culturel en fait, et comme tout phénomène culturel, c'est long à résorber. Je rejoins le point de Gildas Barer sur finalement la faible densité de l'industrie qui crée finalement moins de connexions entre les compétences, etc. Je dirais aussi c'est bêtement une moindre connaissance de l'industrie, c'est-à-dire que quand on n'a pas dans sa famille quelqu'un finalement qui travaille dans l'industrie, peut-être qu'on connaît moins, peut-être qu'on va être moins attiré par ces métiers. Donc j'allais dire c'est une forme d'effet de levier dans tout ça. Plus on est désindustrialisé, plus c'est difficile d'aller dans l'industrie, ou moins les jeunes ont envie d'aller dans l'industrie. Là, comme on est dans une logique de reconquête finalement, on voit ces gigafactories qui sont en train de s'installer, on peut espérer que progressivement, finalement, en voyant ces installations industrielles, en connaissant des gens qui y travaillent, ça change aussi ce qui se passe dans les têtes. Je voudrais citer aussi la réforme de l'apprentissage qui produit ses effets. Il y a quelques années, encore de manière très récente, on avait 250 000 à peu près apprentis par an. Aujourd'hui, on a 850 000, on est en train de tendre vers le million. Donc ça, c'est l'un des leviers. Il faut agir à tous les niveaux de formation, très clairement. On a chiffré qu'en 2030, on aurait un déficit de 50 000, 55 000 ingénieurs. Donc là aussi, on doit agir. Chiffrage effectivement peut-être à préciser. Dans le cadre du projet de loi Industrie verte, il est prévu d'augmenter un certain nombre les places dans un certain nombre de formations, donc notamment certaines écoles d'ingénieurs, également dans les IUT, etc., agir à tous les niveaux. Et puis il y a le rôle que peuvent avoir les industriels eux-mêmes, ça a été illustré aussi par Gildas Barer. J'aurais cité aussi les travaux qui sont faits par un certain nombre de filières industrielles pour constituer finalement des réponses à ces défis de formation et d'attractivité. Donc par exemple, l'industrie navale qui a mis en place un campus des industries navales, le nucléaire qui a mis en place l'université des métiers du nucléaire. Donc on a pas mal d'initiatives comme ça sectorielles. Encore une fois, on a des soutiens aussi dans le cadre de France 2030 pour aider à constituer ces filières particulières. Et effectivement, il y a un rôle très clair des industriels aussi, pas forcément de tout faire, ils vont pas forcément former évidemment tous leurs employés, mais en tout cas qu'ils soient la manœuvre finalement pour essayer d'avoir ce continuum entre la partie formation et puis ensuite le débouché. C'est clairement l'une des clés de la réussite. Alors, vous y avez fait allusion, il y a effectivement des inégalités entre territoires. Certains sont plus accueillants que d'autres. Et je voudrais que vous répondiez, Romain Bonenfant, ou éventuellement peut-être aussi Nadine Lévrato, à la question posée par Pujol. Comment les territoires peuvent-ils agir pour favoriser la relocalisation? Quels sont les leviers dont disposent les régions et les intercommunalités?
Alors, on a notamment le dispositif des territoires d'industrie, par exemple, alors que je connais bien Anna Livrato, donc je la laisserai compléter, mais en tout cas ce sont des territoires qui sont identifiés, qui ont une certaine histoire industrielle et dans lequel il y a un binôme entre l'État et puis un élu local qui permet de mener des actions sur le terrain, des actions de formation, des actions de communication sur l'industrie, d'aider à attirer de nouvelles industries sur le territoire. Donc clairement il y a un besoin de mobilisation des élus locaux, de créer des territoires qui soient accueillants pour l'industrie. On a parlé des différentes procédures qui sont nécessaires pour implanter des industries. Quoi qu'on fasse sur la simplification des procédures, si les élus locaux ne souhaitent pas accueillir une industrie, ils vont y arriver. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir cette adhésion des élus locaux au projet et quelque part leur mobilisation, on le voit sur un certain nombre de projets très concrets, est vraiment l'une des clés de réussite pour concrétiser les projets. Nadine Livrato. Alors, je partage tout à fait la vision sur les territoires d'industrie, les 148, je crois, aujourd'hui, territoires d'industrie, alors avec des divisions différentes. Hein. Certains sont déjà très industriels, d'autres ambitionnent de s'industrialiser davantage, mais ce binôme élu-industriel fonctionne plutôt bien et permet véritablement de mener à bien des projets, voire de réveiller des projets dormants. Il y a quand même un point qui mérite interrogation, on n'en a pas beaucoup parlé, mais comme on vient d'évoquer le cas des collectivités locales, l'un des arguments qu'avaient les collectivités locales pour attirer de l'industrie, qui, rappelons-le, n'est pas accueillie à bras ouverts par tous les riverains, c'était la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Impôt qui revenait en partie aux collectivités locales et qui finalement permettait de compenser le prélèvement de ressources sur le territoire que réalisaient les entreprises et de lier les entreprises au territoire, donc d'établir un lien entre contribuables et territoire. Eh bien, cette CVAE a été supprimée. Donc, l'incitation à accueillir des projets industriels pourrait être altérée à l'échelle locale par cette nouvelle exonération fiscale, et elle a été remplacée par une recentralisation des dotations aux intercommunalités à travers un reversement d'une partie de la TVA. Et là, on sent les tensions entre, d'un côté, la volonté de donner au territoire les rênes de la construction de leurs projets industriels, ce qui semble logique dans la mesure où ils doivent créer ces écosystèmes productifs dont parlait Gildas Barer, et de l'autre, cette volonté de l'État de refaire du vertical, du top-down, en déterminant par le haut les dotations budgétaires et donc en réduisant l'autonomie fiscale des territoires. Et donc toutes ces tensions dont on a parlé, nationales, européen, régionales, nationales, entre secteurs, etc., on ne pourra pas faire l'économie de leur résolution, et ça passe peut-être par une révision aussi, une innovation institutionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des politiques en silo. On a une politique de l'environnement, on a une politique industrielle, on a une politique de la formation, d'enseignement supérieur et d'éducation nationale. Peut-être qu'il faudrait penser à faire du transversal, véritablement du transversal, et ça ne peut pas être fait à l'échelle nationale, mais ça doit descendre à l'échelle locale, parce que ce sont les territoires qui, avec leurs spécificités, pourront imaginer les combinaisons de ces différents domaines qui vont bien. Donc voilà, la décentralisation fait aussi partie des sujets qui sont un peu irritants quand on parle d'industrie. Romain Bonenfant, j'attends votre réaction sur ce sujet, mais je voudrais tout de même vous transmettre quelques questions, réflexions du public. Sur la formation, une remarque de Gaël Bardena. Pour les jeunes, il faut faire un distinguo selon les profils et se questionner sur l'externalisation forte des métiers par les cabinets de conseil et autres entreprises de services du numérique. Et puis, je voudrais aussi vous soumettre cette question que je trouve qui débouche sur autre chose, une question de Nessim Moubi.
qui nous indique que l'OFCE a récemment sorti une étude sur l'intelligence artificielle en France. Cette étude pointe le déficit des débouchés industriels, malgré de bons atouts en recherche et développement. Comment intégrer cette composante dans les processus industriels? Y a-t-il des réflexions en cours sur ce secteur? Donc, Romain Bonenfant, si vous voulez nous indiquer s'il y a une réflexion au niveau de Bercy, comment résoudre ces contradictions, ces tensions qu'indiquait Nadine Levrato, et si vous pouvez répondre à cette question sur les débouchés industriels de l'intelligence artificielle, qui est fondamentale. Tout à fait. Sur la dernière question, effectivement, on travaille sur les questions de numérisation de l'industrie, notamment dans le cadre des filières industrielles qu'on a évoquées. La dernière constituée est la filière industrie du futur, solutions pour l'industrie du futur, qui a justement pour vocation de regrouper à la fois des fabricants de machines, des fabricants de logiciels, enfin tout ce qui fait les composants finalement de cette usine du futur. En France, on a historiquement un mauvais positionnement sur le numérique pour les petites entreprises industrielles. Quand on regarde les grandes entreprises industrielles, les ETI, on est bon au niveau européen, voire très bon même sur les grandes entreprises. Quand on descend, on voit qu'il y a un dépositionnement qui est très clair. Dans le cadre du plan de relance, on avait aidé très fortement les entreprises industrielles en ciblant les TPE, PME à se moderniser. C'était un dispositif qui avait très très bien fonctionné. Il y avait vraiment un engouement très important des entreprises pour ce dispositif. Et d'ailleurs, on avait constaté que même si on pouvait soutenir finalement l'intégration d'intelligence artificielle dans les processus, ça a été très peu utilisé. Et on a vu plutôt du financement de premiers pas de numérisation. Ce qui montre bien finalement qu'on est sur les PME, TPE industrielles, sur une logique de premier pas dans la numérisation, première numérisation, j'achète une machine à commande numérique, mais on n'est pas encore dans la grande numérisation. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille avec les industriels. Sur l'action au niveau local, c'est clair que c'est essentiel et effectivement on peut aller vers toujours plus d'intégration dans les politiques et c'est toujours forcément imparfait. Je vais citer un exemple, je pense, qui est assez illustratif de ce qu'on peut faire quand on arrive à orchestrer un peu les choses sur le terrain, mais en matière de décarbonisation par exemple, on a un dispositif zone industrielle bas carbone qui permet de financer justement des études sur comment on fait la décarbonation concrètement au niveau d'une zone. Ça veut dire planifier des questions d'infrastructure hydrogène, de production d'hydrogène, de stockage carbone, enfin voilà tout ce dont on a besoin pour justement créer ces conditions de l'industrie, et ça c'est quelque chose sur lequel on travaille au niveau local avec ce dispositif de l'ADEME. Merci. Il y a des questions. Alors le temps nous est compté. On doit terminer cette session d'ici 1 minute. Mais bon, on va légèrement prendre quelques minutes de plus pour tout de même transmettre les questions que vous posez, beaucoup de questions sur les aspects environnementaux. Quid du ZAN, le zéro artificialisation net? C'est Pujol qui nous pose cette question. Je sais que Nadine Levrato, vous aviez des choses à nous dire là-dessus. Et Oshoniski qui insiste, parce que c'est vrai que je n'ai pas pris sa question que j'avais pourtant sélectionnée. Ne devrions-nous pas, avant de créer de nouvelles normes environnementales, appliquer correctement celles qui existent déjà? L'inflation législative n'est pas forcément utile en la matière, mieux vaudrait appliquer celles qui existent. Comment comptez-vous faire pour les rendre concrètes, effectives? Merci à toutes et tous de vos réponses. Alors c'est quand même, Nadine Levrato, vous voulez répondre sur le ZAN? Oui, sur la zéro artificialisation nette des sols, oui, elle est actuellement en débat, puisque dans le cadre de la loi climat, il est prévu que aucune terre soit aucune artificialisation de sol ne soit pas compensée dans le futur, ce qui amène des grandes réflexions sur d'abord l'arbitrage des usages du territoire et le fait que certains territoires essaient aujourd'hui de préempter des terres en anticipant le ZAN, et ça pose aussi des questions sur les friches qui sont difficiles à réutiliser parce que souvent il y a des coûts de dépollution, parce qu'il y a des coûts de démolition, toutes ces zones commerciales en entrée de ville qui sont aujourd'hui parfois mal en point. Que va-t-on en faire? Donc il y a une étude de France Stratégie qui va sortir bientôt sur la territorialisation de la zéro artificialisation nette des sols, et je pense qu'on aura des éléments
intéressants à ce sujet. Sur les normes environnementales, très brièvement, depuis la loi NRE, Nouvelles régulations économiques de 2001, il y a également eu beaucoup de textes qui, en effet, sont très modérément respectés par les entreprises, puisque il n'y a pas de sanctions prévues en cas de non-respect. Le seul texte qui soit réellement respecté, et c'est le produit, enfin les conclusions que je donne sont tirées d'un travail qui a été réalisé par des collègues à Economics, c'est en fait le texte sur le devoir de vigilance. Tous les autres sont finalement utilisés très modestement et pas du tout appliqués autant qu'il le faudrait par les entreprises. Donc c'est le résultat de travaux sur les 27 entreprises qui ont été de manière permanente dans le CAC 40 depuis 2001. Merci Nadine Livrato. Alors ce débat touche à sa fin. Le renouveau industriel français est-il encore possible ? Avant de nous séparer, j'aimerais que chacun d'entre vous nous donne en 30 secondes son avis définitif sur la question. Gildas Barrère, je vais commencer avec vous. Alors, je vous demande la compréhension des auditeurs. Vous avez compris qu'il y a un petit décalage, mais on aimerait avoir votre avis sur la question qui nous a animés. On a vu qu'elle était complexe, qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Oui, de mon point de vue, le renouveau industriel est possible. Sur certains secteurs, on a encore les compétences. On a de l'énergie bas carbone. Certes, on est sur un point bas, mais on peut relancer la dynamique. Et enfin, on a des compétences et des jeunes qui sont prêts à relever le défi, qui sont en quête de sens et qui comprennent enfin que produire, finalement, c'est utile. Franc et massif, jamais. Mais oui, il y a un mouvement de réindustrialisation. On ne le voit pas encore dans les statistiques de l'INSEE. La reprise de l'emploi industriel, pour l'instant, elle est dans la presse, mais pas vraiment dans les statistiques. Mais surtout, réindustrialiser, ça veut dire faire des choix. Et donc, on a des débats à mener qui sont des débats stratégiques, des débats politiques sur le type d'activité qu'on souhaite promouvoir et sur le type d'industrie et d'entreprise qu'il faut favoriser. Et bien sûr, c'est un débat politique. Romain Bonenfant, alors vous, le pilote de cette réindustrialisation, évidemment, pour vous, elle est en route. Dans un grand écosystème, bien évidemment, mais effectivement, ce renouveau industriel, je pense qu'il commence à être concret, en fait. On commence à le toucher du doigt avec un certain nombre d'ouvertures de grandes usines qui passent du stade du projet à la réalité. On l'a vu au cours du débat, je pense qu'un des points essentiels, c'est vraiment d'attirer les jeunes vers l'industrie, parce que pour l'innovation, pour effectivement être capable de faire tourner ces grandes usines, ces nouvelles activités. Et donc, il y a probablement un travail aussi, je pense que ça a été évoqué dans la presse récemment, sur l'imaginaire de l'industrie. L'industrie qui a un peu quitté nos imaginaires ou qui reste confinée à des images totalement vieillottes et totalement dépassées. Et ça, je pense que ça va venir avec le fait qu'on a des usines sur nos territoires, elles sont modernes, on va les voir, on va connaître des gens qui travaillent dans ces usines, on va travailler dans ces usines et il faut que ça alimente nos récits collectifs aussi. D'accord, alors il faut trouver l'écrivain de la Renaissance industrielle française. Merci à tous. Le prochain débat proposé par l'IGPDE dans le cadre de ces rencontres économiques portera sur la réforme du marché de l'électricité, un sujet très chaud qui concerne évidemment l'industrie au premier plan. Rendez-vous à la rentrée et excellente journée à tous.